Merci de votre présence pour cette soirée de rentrée. Je remercie chaleureusement l'hôpital américain de Paris de nous accueillir ce soir. Merci beaucoup Stéphane Romano, chef de service, qui sera à la modération de cette soirée. Merci infiniment à Philippe Collin et Solène Guin pour déjà l'immense travail qu'ils ont fait d'un point de vue scientifique, d'un point de vue clinique, qui vont vous présenter tout ça ce soir. Merci de nous faire confiance pour cette collaboration, pour diffuser les connaissances aux kinés et aux médecins. À toutes et à tous, très belle soirée. Bonsoir, merci d'être venus nombreux. Je suis très surpris aussi par la jeunesse moyenne de votre âge moyen, qui est vraiment très jeune, donc c'est très agréable. J'ai une petite question à poser. Vous connaissez l'hôpital américain? Qui connaissait l'hôpital américain? Ok. De réputation, qui a des patients de l'hôpital américain? D'accord, c'est pas mal, je ne pensais pas qu'il y ait autant que ça. Et vous êtes plutôt... qui est dans l'ouest parisien? D'accord. Et qui est de l'autre côté de Paris, alors, du coup? À peu près répartis. Donc merci d'être là. Donc l'hôpital américain, on est très content de vous accueillir aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le début d'une série, avec Philippe et avec notre ami de BP, on va probablement continuer avec d'autres sujets d'orthopédie. L'hôpital américain est un établissement qui n'est pas très connu, puis qui a une réputation qui est très différente de la réalité. On a l'impression qu'on ne soigne que Paris Saint-Germain et les princes arabes. On a besoin quand même de plus que ça pour faire vivre cet hôpital. Donc évidemment qu'on soigne beaucoup de gens et qu'en réalité, en faisant attention aux mutuelles et tout ça, on a finalement une clientèle qui est tout à fait très, très, très variée. On peut imaginer que ce n'est que pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Pas du tout. En réalité, les sommes ne sont pas du tout ce qu'on imagine. Et on soigne de plus en plus de patients, d'ailleurs, qui viennent de milieux très différents, avec la difficulté de l'assistance publique, avec les problèmes dans certaines cliniques parce qu'il y a des problèmes de RH, de penseuses. On a en fait de plus en plus de patients qui viennent de tout horizon socio-économique. Sur le plan scientifique, pendant longtemps, l'hôpital américain était assez loin de la science, en réalité. Et on a, depuis quelques années, beaucoup boosté cet aspect, en créant d'abord un comité scientifique qui est assez actif et on se réunit une fois par mois pour discuter de toutes les publications, les présentations scientifiques que font les membres de l'hôpital américain. On a aussi des relations avec les facultés françaises, puisqu'on nomme maintenant même des professeurs dans les médecins de l'hôpital américain, donc on a la possibilité de nommer des professeurs associés, ce qui est original. Et on a de plus en plus de liens avec les facs américaines, puisqu'on a justement en orthopédie un lien très fort avec la faculté de Harvard à Boston, où on va même commencer prochainement un staff en commun avec les chirurgiens de Harvard et des échanges de chirurgiens, de jeunes chirurgiens, d'internes pour eux, de jeunes chirurgiens pour nous. On a aussi une collaboration avec la faculté de Columbia et de Cornell à New York. Et donc on développe beaucoup cet aspect-là et notre idée c'est un peu de devenir un établissement certes privé, mais avec la même connotation scientifique que les établissements publics. C'est-à-dire en fait tout ce qu'il y a de bien dans l'hôpital sans tout ce qu'il y a de pas bien. C'est un peu notre credo. Donc voilà, par rapport à votre groupe et par rapport à l'EBP, on est vraiment... pendant longtemps, ça a été un peu une clinique ouverte, c'est-à-dire comme dans les cliniques que vous connaissez, où un chirurgien vient, fait son travail et puis repart. Aujourd'hui, on a des équipes. Notre équipe en l'occurrence, dans laquelle Philippe est récemment rentré, je suis très fier de l'avoir récupéré parmi nous. On est 15 à faire de l'orthopédie, 3 ou 4 pour le membre sup, donc Philippe et moi, 3 ou 4 pour le membre inférieur, 3 ou 4 pour le rachis et 3 ou 4 pour l'enfant. Donc on est une équipe assez lourde avec une astreinte chaque jour en membre inférieur, en membre sup, en rachis et en enfant aussi. Donc voilà pour l'hôpital, on a vraiment développé l'orthopédie et récemment il y a eu une enquête de McKinsey, vous avez tous entendu parler de McKinsey probablement avec le gouvernement. Et McKinsey a aussi fait une enquête sur l'hôpital américain pour voir quels étaient les sujets sur lesquels l'hôpital américain pouvait faire le plus de développement possible. Ce qu'on a appelé les flagships, et ils ont identifié 2 spécialités, dont l'orthopédie traumatologie, qu'ils ont considéré comme vraiment une des spécialités pour lesquelles on pouvait le plus faire d'efforts, et donc ils mettent le paquet avec nous pour nous aider en termes de matériel, d'organisation, de marketing, etc. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a les gens du marketing qui sont ici. On a aussi, dernier point, une grosse activité à l'étranger, puisque nos équipes partent maintenant avec un programme qui s'appelle Medical Talent, où on va enseigner et former des chirurgiens, en particulier en Afrique. On va en Côte d'Ivoire, on va au Sénégal, on va au Togo. On va à la fois faire des opérations et faire des cours en même temps et enseigner à des jeunes chirurgiens africains. Ça, c'était pour l'hôpital américain et l'orthopédie. Pour la chirurgie de la coiffe, juste quelques mots pour dire qu'avec Philippe, on a commencé, nous, la chirurgie à une époque où l'arthroscopie était débutante. Moi, quand j'ai commencé, je suis un petit peu plus vieux que lui. L'arthroscopie débutait dans le genou. Ça a été pendant longtemps, pour les orthopédistes, le Graal. Le genou, c'était vraiment le sujet le plus important. Parce qu'il faut voir que jusque dans les années 50-60, si on marchait pas bien, on ne pouvait pas vivre dans la société moderne. Et orthopédie, ça parle quand même surtout du membre inférieur, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, l'orthopédie, au contraire, s'est déplacée vers le membre supérieur parce qu'on peut éventuellement avoir des difficultés pour marcher, mais sans ses bras, pour manipuler un ordinateur, pour conduire un véhicule, pour faire du sport, on est dans la merde. Donc aujourd'hui, la chirurgie du membre supérieur s'est développée et on a vu se développer la chirurgie de l'épaule. Moi, j'ai commencé la chirurgie de l'épaule avec un chirurgien qui s'appelait le professeur Gouttalier, où à l'époque, on faisait des cicatrices de 1,50 m quand on opérait une coiffe, en coupant plein de muscles, en ouvrant plein de choses, et qu'il fallait déjà que le patient récupère
de ce qu'on avait fait nous comme blessure avant qu'il récupère de ce dont on l'avait soigné. L'arthroscopie, dès qu'elle est arrivée à l'épaule, a été fulgurante. On a tout de suite développé un certain nombre de chirurgies, dont la chirurgie de la coiffe. Et vraiment, pour la coiffe, ça nous a permis d'élargir les indications, d'aller très très loin dans l'âge, par exemple, aussi dans l'importance des ruptures. Moi, quand j'étais jeune et qu'on opérait des coiffes en les ouvrant, c'était 65 ans, pas plus. Après 65 ans, décoller complètement et ouvrir complètement le sus épineux, c'était pas et couper le deltoïde en deux, c'était pas idéal. Aujourd'hui, grâce aux techniques modernes, on peut aller très très loin dans les coiffes, dans la gravité des coiffes et très très loin dans l'âge des patients qu'on opère. Voilà, je vais laisser Philippe vous parler maintenant. Merci d'être là en tout cas. Merci Stéphane, merci infiniment de m'avoir fait venir. C'est vrai qu'on a plein de projets ici, tu les as parfaitement résumés, notamment avec cette possibilité qu'on va avoir là très bientôt de faire ces after-work auxquels on croit beaucoup pour pouvoir échanger le plus possible. Alors, on a préparé un topo relativement formel, mais ce qui est bien, c'est de ne pas faire ce qu'on a prévu de faire. Donc là, il y a 150 diapos, donc on ne va pas toutes les passer. Par contre, on est là pour vous rencontrer, on est là pour créer des échanges. Donc il faut que ça soit très interactif. N'hésitez pas, vous levez la main. Comme je dis souvent, la seule question idiote, c'est celle qu'on n'a pas posée. Donc on va commencer, bien sûr. La thématique, c'est EBP. Donc je remercie vraiment infiniment l'agence EBP, que vous connaissez tous. Et on va rester dans l'ADN de BP. Au passage, avant que j'oublie, je remercie infiniment l'hôpital américain, puisqu'il nous accueille ce soir. Vous avez vu que le local est superbe. Et je suis très, très, très content de faire partie de cette équipe. Donc EBP, c'est quoi? Vous le savez très bien. C'est-à-dire que c'est fini le temps où je vous dis, moi, je suis chirurgien, je fais comme ça, et je pense que c'est comme ça. Déjà, je devrais dire, je crois que c'est comme ça, parce qu'il y a sûrement beaucoup de croyances. Et le mieux maintenant, c'est de dire, voilà, la science pense que c'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, on se dit, si je fais comme ça, je fais probablement au plus près de ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est exactement la question qu'on s'est posée avec Solène, il y a plus de 15 ans. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de laboratoire de biomécanique, on n'a pas de laboratoire de biologie, mais par contre, rien n'empêche de regarder ces patients, de les reconvoquer, de demander s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, et puis de faire des séries. Et donc, nous, ce qu'on vous rapporte, c'est ce qu'on a fait pendant 15 ans. À chaque fois, on s'est posé une question, on a essayé d'y répondre, et puis on a rapporté nos cas. Et donc, encore une fois, on va parler beaucoup de nous, désolé, mais ça va être le substrat pour pouvoir commencer à discuter, et c'est parfaitement discutable, parce qu'effectivement, il y a certaines études qui sont de stade 4, et d'autres qui sont beaucoup plus importantes, et à chaque fois, on s'est posé cette question de se rapprocher au plus possible de la vérité. Donc, la première question, en fait, qui est intéressante pour la coiffe, c'est souvent celle qu'on a le plus de mal à répondre, d'ailleurs. Parce que les patients vous posent la question, est-ce que je dois me faire opérer? C'est pas évident, parce que vous en voyez qui vont très très bien sans avoir été opérés. Et donc vous dites, pourquoi lui, il faut une opération, pourquoi lui, un autre? Le hasard de la vie fait qu'il a commencé par un rendez-vous de rhumato, il a eu une infiltration, il va très bien, on ne le revoit jamais. Le hasard de la vie qu'il a croisé en premier un chirurgien, il s'est retrouvé avec une attelle et il a été opéré, et puis finalement il ne va pas très bien. Tout ça existe, donc la vraie question c'est, faut-il opérer ou pas? Et on va aller regarder dans la science qu'est-ce que ça donne. Je laisse la parole à Solène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Solène Guin, je suis kinésithérapeute dans un cabinet libéral, Kinélab, dans une clinique privée, les hôpitaux privés rennais, à Saint-Grégoire, près de Rennes. Et donc je me suis spécialisée dans la rééducation de l'épaule. Donc je prends en charge des patients avec tout type de pathologie d'épaule et notamment des patients opérés de l'épaule. Avec Philippe, on a créé un centre de l'épaule qui a été dédié à la prise en charge de nos patients, mais également beaucoup à la revue des patients dans les consultations pré- et post-opératoires. Et donc ça nous a permis de faire beaucoup de recherches clinique. Et cette recherche clinique, dans le principal but, évidemment, d'améliorer la prise en charge des patients, que ce soit aussi applicable aussi pour les kinés en libéral, et puis également aussi pour mieux comprendre toutes les pathologies au niveau de l'épaule. Et donc je suis investie également dans des sociétés savantes sur l'épaule, la SFRE et aussi le CERC, la Société européenne de rééducation de l'épaule, dans laquelle je suis la déléguée nationale et la vice-présidente de la partie communication. Donc maintenant, je vais vous parler des ruptures de la coiffe. Alors donc Philippe, la question c'est, faut-il opérer les ruptures de la coiffe? Donc pour répondre à ces questions, il faut vraiment essayer de rechercher dans la littérature qu'est-ce que la littérature nous dit par rapport à cette question. Alors tout d'abord, on peut parler de cette première étude, qui est une étude qui a évalué l'efficacité de la rééducation. Est-ce que quand un patient a une rupture de coiffe et qu'on lui fait de la rééducation, est-ce qu'il va être amélioré? Eh bien oui, selon cette méta-analyse qui a été publiée en 2020, qui est récente, il y a une amélioration pendant les 3 premiers mois essentiellement. Et puis après, ça va stagner un petit peu, mais cette amélioration, elle est durable jusqu'à 1 an. Enfin, toujours présente à 1 an.
Les limites dans cette étude, c'était que les traitements évalués en fait en kinésithérapie n'étaient pas tous uniformes et puis que toutes les tailles de rupture étaient incluses dans l'étude. Donc ça mettait toutes les ruptures de coiffe un petit peu ensemble. Si on regarde maintenant cette deuxième étude, si on compare donc là, c'est une revue systématique de littérature et une méta-analyse qui ont comparé en fait les patients qui ont été opérés de la coiffe et les patients qui ont fait un traitement conservateur, c'est-à-dire vraiment de la rééducation. Et on voit dans les résultats à 1 an qu'il y a quand même une légère amélioration dans le groupe chirurgie. Mais par contre, cette différence, elle est vraiment très faible et elle n'atteint pas le seuil de différence cliniquement significative. Si on regarde dans cette troisième étude, eh bien en fait on retrouve la même chose, hein. C'est de nouveau une revue systématique de littérature, une méta-analyse. Eh bien il y a toujours une amélioration comme ça dans le groupe chirurgie, mais pour la douleur et également pour la fonction avec le score de Consent, mais toujours une différence faible. Malgré tout, tous ces résultats, c'est beaucoup dans les études à 1 an. Et donc on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qui se passe pour ces patients par exemple qui ne sont pas opérés d'une coiffe? Est-ce qu'ils vont toujours bien à 5 ans, à 10 ans? Si je veux opérer mon malade, je peux regarder à droite et je vais retrouver sur PubMed de quoi l'opérer. Je vais trouver dans la littérature des preuves pour l'opérer. Et puis si je regarde de l'autre côté, je suis rhumatologue ou je suis kiné convaincu que la chirurgie ne marche pas, et ben je peux trouver exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais trouver des preuves dans la littérature que la chirurgie, finalement, c'est pas génial. Enfin, c'est pas génial. C'est qu'on peut très bien rééduquer. Solène vous l'a dit, les patients vont aussi bien. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a 2 études. La première étude, c'est celle-ci. Un très bon ami à moi, Jay Kinner, qui a très bien montré, il a regardé les patients très longtemps, très très longtemps, et à chaque fois, il a montré qu'ils vont bien au bout d'1 an, ils vont pas trop mal au bout de 2 ans, mais ça se dégrade. Une rupture de coiffe, ça se dégrade. C'est inexorable. C'est lent, c'est pas immédiat, mais ça se dégrade. Donc ça, c'est très très important. La deuxième chose, et ça c'est la meilleure étude, elle est magnifique, c'est Moosmeyer. Lui, à 1 an, il a regardé chirurgie kiné, pas de différence. À 5 ans, chirurgie kiné, une petite différence, mais pas significative vraiment. Par contre, à 10 ans, une énorme différence entre ceux qui avaient été opérés et pas opérés. Donc vous avez vu, le critère, c'est le temps. Et ce n'est pas le petit temps, c'est le temps long. C'est-à-dire que, effectivement, vous croisez des patients, vous les rééduquez, ils ont été infiltrés, ils vont aller bien, c'est vrai, ils vont bien. Mais si vous les revoyez 10 ans après, pas à coup sûr, mais quand vous regardez des grandes cohortes de patients, ça se dégrade. Il n'y a pas un seul papier qui va dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous voyez là, c'est-à-dire que le tendon se rétracte petit à petit. Et puis, deuxième chose qui est extrêmement spécifique à l'épaule, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une dégénérescence graisseuse. C'est mis en évidence par le patron de Stéphane. C'est-à-dire qu'il y a des stades, 1, 2, 3, 4, et au stade 4, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus que de la graisse. Un tendon de la coiffe, il se rompt, il se rétracte, il se transforme en graisse. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Vous voyez là un exemple. Si vous voulez interpréter une IRM, le gras sous la peau, c'est blanc en IRM. Et donc si c'est blanc, le muscle, c'est qu'il n'y a plus de muscle, c'est que c'est du gras. Oui. C'est assez simple d'interpréter une IRM comme ça. Là, vous voyez, le tendon il est rétracté et le muscle est transformé en graisse. Donc, la chose le plus importante, je me répète, c'est le temps. Quand vous prenez en charge une coiffe des rotateurs, ayez toujours dans la tête le temps long et pas est-ce qu'il va aller bien 3 mois après ma rééducation et l'infiltration. Vous voyez, en 1989, j'avais des cheveux. Et puis, petit à petit, il n'y en avait plus. Là, vous voyez une rupture simple du supraépineux. C'est des radios que j'ai collectées. Et bien, petit à petit, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et puis, 20 ans après, vous avez une omarthrose excentrée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que c'est ça qui va nous donner l'indication chirurgicale. Il y a 2 critères. Quand vous voyez un patient, il n'y a que 2 critères. C'est son âge et sa douleur. Est-ce qu'il a mal et quel âge il a? Et ça, donc basé sur ce qu'on vient de se dire, et ça c'est de la science, c'est-à-dire que vous avez des preuves que ça se dégrade dans le temps, donc vous pouvez faire un arbre décisionnel. Douleur ou pas douleur. Si le patient n'a pas mal, personnellement je n'opère pas un patient qui a pas mal, parce que je ne veux pas l'aggraver, parce qu'un patient qui a pas mal, il ne faut pas l'opérer, on n'opère pas une image. Ça c'est un classique, je pense que Stéphane sera d'accord, on n'opère pas des images, on opère des patients, donc un patient qui n'a pas mal, on ne l'opère pas. Par contre, un patient qui a mal, compte tenu de ce que je viens de vous dire, le plus important, c'est le temps. Eh bien, vous allez prendre un critère. J'ai mis 65 ans, faut que je retire ce chiffre-là. C'est pas 65, parce que il y a l'âge civil, il y a l'âge biologique, mais c'est globalement de se dire, aux alentours de 65, 70, c'est là que ça va se jouer. Si vous avez moins
de 65-70, à ce moment-là, il faut aller vers la chirurgie. Il faut aller vers la chirurgie parce que vous aurez plus mal et vous aurez de grandes chances, très grandes chances, de ne pas avoir une omarthrose excentrée à 85 ans. Par contre, si vous avez plus de 65 ans, vous avez 70 ans, vous dites ok, mais bon, le patient va être très gêné aux alentours de 90 ans, entre 70 et 90, la fonction va quand même baisser. C'est légitime de ne pas proposer de la chirurgie. C'est logique de commencer par une infiltration, de faire de la rééducation et de voir comment ça va. Donc cet organigramme, il n'est pas issu de mes réflexions, il est issu d'une analyse de la littérature, de regarder comment ça se passe. Et quand on fait comme ça, on peut effectivement dire au patient pourquoi on l'opère. Et là, il comprend. Mais, donc, comment maintenant, très rapidement, comment aujourd'hui, si vous voulez, vous allez sur le site, vous regardez des vidéos, il y en a plein, Stéphane vous l'a dit, c'est les 3 A. Comment on les opère aujourd'hui? C'est sous anesthésie loco-régionale, la plupart du temps ils ne dorment pas, c'est sous arthroscopie, on n'ouvre plus les coiffes, on ne devrait plus ouvrir une coiffe, et c'est en ambulatoire, les patients rentrent le matin, ils sortent le soir. C'est la règle des 3 A, c'est le comment. Mais vous allez me dire, ouais mais moi je ne comprends pas, vous me dites ce que vous me dites est vrai, mais moi je vois tout un tas de personnes qui n'ont pas de coiffe et qui lèvent très bien le bras. Ça c'est quelque chose que vous dites. Donc finalement, je ne vois pas pourquoi il me dit ça, parce que moi je vois des gens qui n'ont pas de coiffe mais qui lèvent bien le bras. C'est vrai, mais c'est vrai dans ce temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous rompez votre coiffe et le moment où vous êtes vraiment gêné, il s'écoule 20 ans. Donc pendant cette période, vous n'allez pas si mal. Et pourquoi vous n'allez pas si mal? On va essayer d'y répondre. Oui, question sur le petit arbre des Sidonais. Pourquoi vous excluez l'infiltration pour les moins de 65 ans? Alors, la question c'est pourquoi on ne fait pas d'infiltration pour les moins de 65 ans? Parce que si j'ai 50 ans et que j'ai une rupture isolée du supraépineux, compte tenu de ce que je viens de vous dire, j'ai 9 chances sur 10 d'avoir une omarthrose excentrée à 70. J'ai pas envie. À 70, aujourd'hui, on est jeune. On joue au golf, on est jeune. On est très jeune aujourd'hui à 70. Donc pourquoi je me mettrais en risque? Parce que c'est ça, c'est un peu pervers. C'est-à-dire que si on fait l'infiltration, la rééducation, ils vont bien. Mais ça ne dure pas. Ça se dégrade toujours. Il y a deux périodes. Il y a une période qui se dégrade un petit peu vers 7-8 ans, qui commence à dire j'ai pas de force. C'est pas pareil, quoi. Ils disent bien, hein, c'est pas pareil. Mais ça va pas si mal, et on va vous expliquer pourquoi. Par contre, 20 ans après, ça se dégrade quasiment toujours. Alors nous, on met des prothèses inversées, moi j'adore ça, mais on peut éviter. Juste une question par rapport à l'étude sur la période de temps de 10 ans. Est-ce qu'on sait ce que font les patients pendant ces 10 ans? Est-ce qu'ils continuent à avoir une rééducation active ou des exercices pour avoir cette dégradation sur les 10 ans? Alors je pense que, vous ne serez peut-être pas contre, mais moi si on me dit je vais faire 10 ans de rééducation, je vais peut-être pas être d'accord. Hein. Pour vous, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Mais partir sur 10 ans de rééduc... Non, en fait c'est vraiment l'épaule, en fait c'est supra. Quoi qu'on fasse, hein, les gens me posent souvent la question, ouais mais est-ce que je peux faire attention? On ne peut pas faire attention, c'est un problème mécanique, purement mécanique. Le supra, puis ça se dégrade à l'infra, et dès que l'infra est touché, la tête monte. Mais c'est très très lent. Moi j'ai une question pour toi. Pour la case de droite, pas de douleur. Maintenant, si le patient est jeune, enfin, ouais. Jeune ça veut dire notre âge, ouais, bien sûr. Et qu'il n'a pas de douleur, est-ce que tu le surveilles? Oui. Parce qu'il peut être bien, moi j'en ai connu comme ça, qui me disaient écoute Stéphane, des copains, tu vas pas m'opérer, j'ai pas mal, etc. Ok, je t'opère pas, puis quand ils viennent, alors là c'est trop tard, je peux plus les opérer, alors qu'au moment où ils étaient venus 10 ans avant, on peut les opérer. Ouais. Donc est-ce que tu les surveilles et comment? C'est une excellente question. Effectivement, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, mais vous en verrez, des patients qui ont entre 50 et 60, qui sont en pleine forme, à qui on découvre une rupture isolée du supra, le temps qu'ils se décident, ils ont plus mal. Et alors ceux-là, moi je les surveille. Une fois par an, je leur fais une IRM, et quand je vois que ça commence à se rétracter, que ça commence à se dégénérer, à ce moment-là, on les opère. Mais je dois avouer que c'est assez théorique, parce qu'en pratique, on n'en voit pas tant que ça. J'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que tu ne crois pas qu'on mélange trop toutes les sortes de ruptures de coiffe quand on fait ces études, et qu'en réalité, il y a probablement des coiffes qu'il faut plus obligatoirement opérer que d'autres? Par exemple, on a l'impression qu'il y a des coiffes quand même vraiment chroniques, et puis on a des coiffes semi-aiguës, et puis on a des coiffes vraiment aiguës. Le mec qui du jour au lendemain, boum, a une coiffe complète. La localisation, je pense qu'on va largement y répondre tout de suite après. Okay. Quant au traumatisme, les coiffes traumatiques, c'est rare. C'est peut-être 2-3%, peut-être même moins de 10. Ouais. C'est très rare. Parce que la plupart du temps, j'explique aux patients, c'est comme si vous aviez des pneus qui ont 50 000 km, vous montez sur le trottoir, le pneu il perce. Ok, vous êtes monté sur le trottoir, il y a un traumatisme. Mais c'est pas comme ça en fait. C'est parce que le pneu il a 50 000 km qui lâche. C'est un tendon qui a une apoptose et qui est fatigué et qui lâche. Par contre, il y a des gens qui ont 45-50 ans
très costauds, agriculteurs ou certains athlètes, et qui, sur un vrai traumatisme, s'arrachent leur coiffe. Ça, c'est une urgence chirurgicale. Autant une rupture isolée du supraépineux, on a 3 mois, 4 mois, on n'est pas pressé. Autant une rupture aiguë, c'est-à-dire que c'est un patient qui est pseudo-paralytique d'emblée, et qui voilà, lui le muscle se rétracte très vite, et en 3 mois, vous pouvez avoir une dégénérescence graisseuse. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est entre le moment où vous avez une rupture du supraépineux et le moment où vous avez une dégénérescence graisseuse stade 4 du supraépineux, il s'écoule 7-8 ans. C'est lent. En traumatique, c'est 3 mois. Il ne faut pas passer à côté de cela. Ouais. Justement, chez un sportif de haut niveau qui se fait une rupture non traumatique, qui n'a pas de douleur, qui n'a pas de perte de fonction, est-ce que... Quel âge? N'oublie pas le temps, c'est le truc le plus important quand même. Donc 25 ans... À 25 ans, ça n'existe pas. À 25 ans, ça Il y en a n'existe pas. Ça n'existe pas, les ruptures de coiffe à 25 ans. Enfin, quand je dis ça n'existe pas, tout existe en médecine, mais c'est comme si ça n'existait pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est vraiment... J'en ai vu peut-être 2-3 dans ma carrière. Moins de 30 ans, c'est absolument rarissime. Absolument. Mais c'est justement, c'est parce qu'il faut justement enlever ça de la tête des gens, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est traumatique la plupart du temps. Or, c'est la plupart du temps pas traumatique. Et donc lors d'un traumatique inquiétant, ah mais docteur, mais je suis vraiment tombé très fort. Oui, mais c'est pas ça quand même. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit. C'est un truc qui est très usé, qui pète au dernier moment. Mais la rupture traumatique à 25 ans, c'est un oiseau rare. Et pour la localisation, Solène va commencer à nous répondre. Attends Philippe, juste une seconde. Peut-être que Philippe, tu peux préciser, pour les ruptures de coiffe, qu'on parle bien des ruptures transfixiantes. Je dirais des ruptures complètes, on ne parle pas des fissurations de la coiffe. On est bien d'accord que là, tout ce dont on parle, c'est que le tendon est détaché du tubercule majeur. Point. D'accord? C'est rompu. Après, si c'est pas rompu, les tennisman, 80%, ils ont des ruptures de coiffe. Les handballeurs, pareil. C'est des ruptures de la face profonde, c'est un autre truc. C'est très important parce que nous, quand on dit rupture, effectivement, on veut dire rupture transfixiante, alors que les radiologues n'utilisent pas la même terminologie que nous. Et on a des patients qui arrivent en disant rupture de la coiffe, et quand on regarde, en fait, c'est une rupture, ça veut dire c'est une ulcération en vrai. C'est pas une rupture, donc cela, on oublie. On va continuer par parler un petit peu de la cinématique du membre supérieur. Nous, en tant que kiné, eh bien, on observe cette cinématique, la manière dont le patient est capable de lever son bras, par exemple, lors de l'élévation active. Et donc, le complexe de l'épaule, il fait partie de la chaîne cinématique du membre supérieur. Il ne faut pas penser qu'à la glénomérale quand on rééduque des épaules. La glénomérale, dans l'élévation active, c'est environ 2/3 du mouvement. Et la scapulothoracique, par exemple, c'est 1/3 du mouvement. C'est une partie importante de l'épaule. Et il faut savoir que le rachis cervical et thoracique participent aussi lors de l'élévation active. Et en fait, toute modification clinique d'un des éléments de cette chaîne va affecter en fait la fonction globale. Si le patient il est un petit peu raide dans la glénomérale, il y aura une élévation active qui va être un petit peu modifiée. Si on regarde maintenant donc, les études de la cinématique de la scapula, on voit lors de l'élévation active que l'upward rotation, qui est la sonnette latérale et l'élévation de la scapula, est un des mouvements principaux en fait, de la scapula lors de l'élévation, donc il sera vraiment à travailler en rééducation. Et puis le tilt postérieur, la bascule postérieure de la scapula, qui n'intervient que dans les derniers degrés. Donc, il est important pour les patients qui, des fois, ont des petites douleurs de fin d'amplitude. Donc, ça peut être une des causes de cette limitation d'amplitude. Puis, l'épaule, c'est pas que la glénomérale, c'est pas que la glénomérale et la scapula et le rachis. C'est aussi, elle fait partie de la chaîne cinétique, de tout le corps entier. Et donc, les membres inférieurs, le tronc, participent aussi à la cinématique au niveau de l'épaule. Et dans la vie quotidienne, on n'a pas de travail analytique. On travaille toujours en synergie musculaire, donc en rééducation, il va falloir vraiment intégrer le corps entier dans nos exercices. Et puis enfin, ce qui est aussi très important, c'est le cerveau, puisque finalement, toute cette commande motrice, ces mouvements actifs, ils sont pilotés par le cerveau. C'est en lien avec des programmes moteurs physiologiques. L'épaule, c'est des mouvements quand même assez automatiques. On ne réfléchit jamais aux mouvements qu'on fait au niveau de l'épaule. L'épaule, elle est au service de la main, de la préhension notamment. Et puis on ne rééduque pas des épaules, on rééduque des patients. Des patients qui viennent aussi avec des facteurs personnels, comme par exemple la kinésiophobie, un rapport à la douleur un petit peu différent entre les patients. Oui, ça c'est pourquoi ça a commencé cette étude. On va parler de cette étude parce que souvent on nous en parle, les kinés nous en parlent, elle est citée, recitée, donc c'est pour ça qu'on va la détailler un petit peu ce soir. C'est né comme ça. Vous avez des patients qui, pour la même lésion anatomique, étaient incapables de lever le bras comme ça, c'est très difficile, et puis d'autres qui lèvent très bien. Donc c'était une question qu'on s'est posée. Et encore une fois, ça se situe dans le laps de temps dont on a dit tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire rupture, puis temps où ça va pas mal. Et dans ce temps où ça va pas mal, il y en a certains qui vont bien, et puis d'autres qui vont moins bien. Et on essaie de se comprendre pourquoi. Il y a des gens qui arrivaient à la consultation, ils avaient une rupture de coiffe, ils faisaient ça,
Et puis l'autre, il arrivait à la consultation, il y avait une rupture de coiffe, il faisait ça. Donc c'était la question qu'on s'est posée avec Gilles Walsh. Pourquoi ? Pourquoi ? On a essayé de regarder et on a publié cet article que vous devez connaître, que vous avez sûrement déjà vu en 2015, sur la relation qu'il y a entre l'atteinte anatomique à l'épaule et les mobilités. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris 100 épaules, on les a filmées à chaque fois, et on a à chaque fois pris des patients qui avaient pas de muscles. D'accord ? Parce que c'est très difficile de savoir l'étendue de la rupture. Parce que si vous avez une rupture, c'est difficile de dire ça prend tout l'infra, ça prend qu'une partie de l'infra, ça prend tout le supra, c'est difficile. Alors que si vous prenez dégénérescence graisseuse stade 4 du muscle, même s'il reste un peu de tendon, de toute façon il n'est pas fonctionnel, il n'y a pas de muscle. D'accord ? Donc on a mis des patients qui avaient des dégénérescences graisseuses complètes de certains compartiments. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a vite filmé tous nos malades 2 fois, et avec Gilles Walsh, on a regardé à chaque fois les vidéos. Et pour la petite histoire, on avait au départ pris que le sous-scapulaire, puisqu'on ne savait pas. On s'est dit, bon, on a pris infraépineux, on a pris petit rond, infraépineux, supraépineux et tout le sous-scapulaire, parce que c'était comme ça. Et il n'y avait rien qui sortait. Rien qui sortait. Statistiquement, on ne comprenait rien, c'était rien. Et puis, à force de regarder les scanners, les IRM, on s'est dit, mais il y a des fois, on dit qu'il n'y a pas de sous-scapulaire, mais il reste quand même quelque chose en bas. Il y a un truc en bas là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sous-scapulaire, c'est pas vrai. Donc on a refait tous les calculs en prenant pas 4 compartiments dans la coiffe, mais 5 compartiments dans la coiffe. Petit rond, infraépineux, supraépineux, et on coupe le sous-scapulaire en 2. Et on a fait 5 types. Les types A, plus de supra, plus de partie haute du sous-scapulaire. Les types B, plus de supra, plus du tout de sous-scapulaire. Les types C, plus d'infra, plus de supra, plus de sous-scapulaire. Les types D, très fréquents, plus de supra, plus d'infra. Et les types E, plus de supra, plus d'infra, plus de petits ronds. Et là, on a regardé les mobilités. Et vous voyez que quand il vous reste 3 tendons sur 5, vous avez encore une bonne mobilité. Dans les types A, comme ça, il n'y a plus de supra, plus de partie du sous-scap, ils ont une bonne mobilité. Dans les types D, plus de supra, plus d'infra, ils ont une bonne flexion antérieure. Par contre, dès que vous avez 3 tendons d'atteint sur 5, ça commence à être problématique. Et en particulier si ça touche devant, si ça touche le sous-scapulaire, qui est le plus important. Pareil pour les taux d'épaule pseudo-paralytique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'épaule pseudo-paralytique quand il y a 2 tendons d'atteint sur 3. Par contre, il y a une très forte taux de pseudo-paralysie quand il n'y a plus de sous-scapulaire. Mais simplement, vous voyez, qu'un tiers de pseudo-paralysie quand on n'a plus que en fait, le sous-scapulaire, alors qu'on n'a plus de supra, plus d'infra, plus de petit rond. Donc la conclusion, c'est que quand vous avez 3 tendons d'atteint sur 5, vous êtes en difficulté, mais que la coiffe, il y a 5 compartiments. Tant qu'il vous en reste 3 sur 5, vous avez une bonne mobilité. Ce qui explique cette dégradation. Donc vous avez au début un tendon d'atteint, puis 2 tendons d'atteint, puis pendant très longtemps vous allez bien, puis un jour vous n'en avez plus que 2 sur 5, et là vous n'allez pas bien. Et là vous expliquez pareil pour l'abduction, et pareil pour l'abduction à 90 degrés, la rotation externe à 90 degrés d'abduction. Alors, c'est pour ça qu'on a décrit ce qu'on a appelé le subscap mineur, c'est-à-dire c'est comme le teres mineur, mais en avant, oui, c'est le subscap mineur. Et on a regardé en fait après, effectivement, à la partie supérieure, on a refait des études anatomiques, la partie supérieure c'est un tendon, la partie inférieure c'est un muscle, et en fait vous avez aussi 2 nerfs, un nerf pour la partie supérieure, un nerf pour la partie inférieure. Donc on a publié ceci en disant que le sous-scapulaire, en fait, on parle que d'un muscle et d'un tendon, mais on devrait parler de 2 muscles et de 2 tendons, qui est le subscap supérieur et le subscap inférieur. Vous prenez en compte, du coup, dans votre arbre décisionnel de tout à l'heure, ou ça ne change rien ? Non. Là, en fait, la présentation de cette étude, c'était pour vous expliquer, on vous a dit tout à l'heure, ça s'aggrave. Mais vous dites, oui, mais moi j'en vois qui ont des ruptures et qui vont bien. Et là, c'est ça l'explication. D'accord ? C'est-à-dire que tant que vous en avez 3 tendons sur 5, vous avez une fonction relativement correcte malgré la baisse de la force. Par contre, ça va se dégrader et ça se dégrade. Voilà, d'accord ? Des questions là-dessus ? Parce que... Oui, vas-y, pardon. J'ai une question en fait. Pourquoi en flexion le subscapulaire est aussi important alors que justement en flexion on pourrait dire que c'est la coiffe postérieure qui est particulièrement importante ? Eh ben, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un antéro-supérieur escape. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction de la coiffe, c'est pas de lever le bras. Ça ne lève pas le bras une coiffe. Parce que moi j'ai déjà vu, et Stéphane qui fait beaucoup de neurologie aussi a déjà vu,
il y a des patients qui ont des problèmes d'ordre neurologique qui n'ont pas de coiffe. Ils arrivent à lever. Hein. Avec le deltoïde, on arrive à lever. Donc, en fait, la coiffe, là, ça c'est la glène, ça c'est la tête. Elle permet simplement de mettre la tête bien en face de la glène pour que le bras de levier du deltoïde puisse agir. Et en fait, quand vous n'avez plus rien devant, eh bien, on appelle ça un antéro-supérieur escape. C'est-à-dire que le deltoïde se contracte, fait basculer la tête devant et ça lève pas. Parce qu'il n'y a rien devant. C'est le même principe, l'explication qu'il vient de donner va pour les prothèses inversées, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais une prothèse inversée, on voit bien qu'il n'y a pas de coiffe du tout. D'ailleurs, parfois, il y a des médecins ou des kinés qui me disent « je ne comprends pas, vous allez lui mettre une prothèse alors qu'il n'a pas de muscle de la coiffe ». Mais justement, une prothèse, elle peut avoir une très belle élévation d'épaule alors qu'ils ont zéro coiffe. Parce que ce qu'il dit, c'est que dans la prothèse et dans la rupture de coiffe, ce qui fait qu'on bouge ou qu'on ait une élévation ou pas, c'est la modification du centre de rotation en fait, de la tête. Donc l'idée géniale de Gramont avec la prothèse, c'était de déplacer le centre de rotation de la tête. Et c'est ça qui fait en fait la coiffe plaque. La coiffe change l'axe de rotation en réalité. Mais il n'y a pas besoin de coiffe pour lever l'épaule, ça c'est sûr. Justement, dans ce cas-là, si la personne attend 5, 6, 7 ans justement d'avoir des douleurs et de la perte de fonction parce qu'elle n'était pas si mal, en quoi ça gêne pour une prothèse de l'avoir attendu? Ça ne gêne pas d'avoir attendu. Ce qui est gênant, c'est de ne pas l'avoir opéré pour éviter. Alors qu'il aurait pu ne pas être dans cette situation-là. C'est-à-dire que tu dis, pourquoi ne pas attendre la prothèse, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, enfin, après, si la personne finalement ne récupère pas si mal jusqu'à 5 ans. Pourquoi ne pas attendre tout ça? Lui dire c'est pas grave, on ne vous opère pas pour l'instant, puis vous aurez une prothèse plus tard, c'est ça? Un truc comme ça? En tout cas, il y a cette option si ça se dégradait à 5 ans. Oui, mais la prothèse, c'est quand même une intervention qui est plus lourde. Ça veut dire que pour certains patients qui sont devenus en plus âgés à ce moment-là, il y a des risques de saignement, d'embolie graisseuse, d'embolie gasseuse. La prothèse n'est pas exempte de complications, même si c'est rare, il y a quand même des infections, etc. etc. Donc réparer une coiffe, c'est quand même moins lourd pour un patient que de mettre une prothèse. Donc dire à un patient, je ne vous opère pas et dans 10 ans, il y en a qui choisissent ça d'ailleurs, hein, il y en a qui me le disent, mais dire à un patient, je vous mets une prothèse dans 10 ans, comme il le dit, il aime bien mettre les prothèses, mais si tu peux réparer une coiffe, c'est quand même plus élégant que d'aller remplacer toute l'épaule et de mettre un truc en titane à la place avec un risque d'infection, de machin, de truc. Oui, c'était encore sur la sinusite articulaire en fait. Je disais juste que ce qui manque aux patients, si j'ai bien compris, quand il y a la rupture de coiffe, c'est le glissement élévation. C'est ça, non? J'étais sur votre propos précédent. Pourquoi c'est les types B qui ne lèvent pas, c'est ça? Oui, c'était encore par rapport C'est l'antéro-supérieur escape. C'est dynamique en fait. Autant va y avoir une ascension statique de la tête humérale par l'absence d'infra. Plus de supra, plus d'infra, la tête monte. On le voit sur la radio. Ça, c'est une ascension de la tête humérale parce que le deltoïde tire et il n'y a plus rien qui l'empêche de tirer. Donc la tête monte. Par contre, où c'est plus vicieux en antérieur, c'est que c'est pas statique, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'il y a très rarement, j'en ai jamais vu, une subluxation antérieure avec le temps de la tête, mais par contre, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'au moment où le deltoïde se contracte, la tête bascule vers l'avant et il n'y a pas de possibilité de te faire le bras de levier pour que ça monte. Donc maintenant, cette première partie, on va la conclure, c'était vraiment pour vous dire pourquoi on opère. Vous voyez donc si on se réfère à de l'évidence best practice, c'est assez cohérent maintenant de savoir pourquoi on les opère à 50 ans, et c'est assez cohérent de comprendre ce qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire des patients qui ne vont pas si mal alors qu'on les a opérés. C'était les bases théoriques de ces deux fondements. Maintenant, on va se placer on va passer dans la coiffe opérée. On change de sujet. Donc là, j'ai été opéré de ma coiffe, vous les avez au cabinet, et la première question, c'est, il faut les immobiliser ou pas? On va essayer d'y répondre. Oui, alors parce que ça, c'est un truc que vous vous posez souvent comme question. C'est pas absolument indispensable de les immobiliser. Ça, c'est ce qu'on appelle de la science. C'est-à-dire que là, c'est de l'évidence best practice pure, c'est-à-dire c'est du randomisé, 2 groupes. On a pris 30 patients avec mon ami Alex Lederman en Suisse, à Genève. On les a tirés au sort, on a fait une coiffe supraépineux isolée, on a mis une attelle, supraépineux isolé, pas d'attelle. On les a suivis pendant 2 ans et il n'y avait pas de différence. Avec attelle, pas d'attelle, il n'y avait pas de différence. Ça, c'est passionnant parce que ça, c'est de la science. Après ça, il y a la pratique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'on a fait, j'étais encore à Rennes à cette période-là, je n'étais pas encore arrivé à Paris. On s'est dit, c'est fini, plus d'immobilisation. Excusez-moi du terme, quel bordel. Quel bordel. Les kinés ne comprenaient pas, les patients ne comprenaient pas, les patients avaient mal. Ils disaient, mais je ne suis pas immobilisé, j'ai mal, je ne suis pas bien. Donc, vous voyez, des fois, il y a la science, puis il y a la pratique.
Et puis en pratique, du coup, bien sûr, on est plus relax parce qu'on sait que ce n'est pas absolument indispensable l'immobilisation. Et on va vous expliquer ce qu'on fait. Voilà, donc on va vous parler de notre expérience en fait. Donc en fait, les patients, ils ont un coussin d'abduction pendant les 3 premières semaines. Donc c'est vrai que le coussin d'abduction, c'est ce qui est plus relaxant pour les patients en post-opératoire. C'est dans cette attelle qu'ils se sentent souvent le plus confortable. Ce qu'on leur explique bien, c'est que c'est pas un plâtre, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'enlever au repos, ils peuvent l'enlever pour manger, pour s'habiller, se laver. Quand ils sont tranquilles chez eux, ils peuvent l'enlever. Ils la mettent plutôt la nuit pour être confortable pour dormir, quand ils vont à l'extérieur. Mais vraiment, quand ils sont au repos chez eux, ils peuvent vraiment l'enlever. Et ça, c'est agréable pour les patients de pouvoir avoir une attelle pour vraiment relâcher les muscles au niveau de l'épaule et pour se sentir un petit peu maintenus. C'est ça qui les améliorait le plus. Et pouvoir aussi l'enlever au quotidien sans avoir peur de rompre leur tendon. Et puis après, on passe après 3 semaines à un sevrage très progressif. Vous voyez là, vraiment avec un petit coup de corps très léger que les patients mettent uniquement s'ils en ressentent le besoin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette attelle, c'est vraiment une attelle de repos et de confort et qu'il n'y a aucun danger pour les patients à enlever leur attelle. Et finalement, les consignes les plus importantes à donner aux patients, c'est qu'ils aient leur attelle ou même sans l'attelle, c'est ne pas porter de charge en post-opératoire immédiat évidemment. Et tout ça par rapport à la cicatrisation du tendon, mais évidemment, il y a des consignes post-opératoires bien précises à donner aux patients dans les suites post-opératoires pour ne pas léser le tendon, bien plus importantes finalement que le port de l'attelle. Ensuite, quand on parle d'immobilisation, on peut se demander aussi, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des chirurgiens qui vont décaler la rééducation, des fois 1 mois post-opératoire, des chirurgiens qui font de la rééducation précoce, c'est-à-dire dès le jour même ou dès le lendemain de l'opération, dès le jour même à la clinique ou en hospitalisation, et dès le lendemain en cabinet libéral. Et donc, on peut regarder ce que nous dit la littérature par rapport à cette rééducation précoce ou qui va plutôt être décalée, à 1 mois souvent. Donc en fait, on retrouve qu'en fait, pour les ruptures petites à modérées, eh bien finalement, il n'y a aucun risque pour la cicatrisation du tendon. C'est-à-dire si on compare un groupe qui fait de la rééducation précoce avec un groupe qui fait de la rééducation décalée à 1 mois, eh bien en fait, il n'y a aucun risque pour la rééducation précoce, pour les ruptures petites à modérées. Et puis il y a même, dans ces études, on voit en fait qu'il y a même un bénéfice pour la mobilité et la fonction, mais surtout au début de la rééducation, pendant les 6 premières semaines, 2 premiers mois. Et finalement, dans les études, on voit qu'au bout de 6 mois, 1 an, les patients qui aient une rééducation précoce ou décalée, ils récupèrent la même fonction. Ils ont les mêmes résultats. Il n'y avait pas de différence à long terme. Mais par contre, le fait de faire de la rééducation précoce pour ces patients, ça a aussi d'autres intérêts, d'autres avantages. Eh bien, c'est l'implication du patient et puis aussi la levée de la kinésiophobie. Quand les patients ils commencent la rééducation dès le départ, voilà, ils se sentent investis dans leur rééducation. Et évidemment, ils peuvent reboucher, récupérer un peu plus de mobilité au départ. Par contre, pour les ruptures plus larges, eh bien, en fait, dans les études, ils montraient qu'il y avait un faible risque quand même de rupture itérative quand les ruptures étaient plus étendues. Et donc là, ça dépend vraiment du chirurgien, de sa décision par rapport à la qualité des tendons et de la réparation. Et c'est pour ça que vous aurez aussi dans vos cabinets des patients où la rééducation sera décalée à 4 semaines, parce que vraiment, par exemple, il y a 3 tendons rompus, que l'état des tendons est vraiment moyen, et donc que là, il y a nécessité peut-être de faire un peu plus attention dans cette première phase, surtout aussi pour que le patient ne surutilise pas son membre supérieur. Donc on va passer maintenant au protocole post-opératoire. Ça c'est intéressant pour nous les kinés quand même, parce que c'est forcément la partie de notre travail. Donc en fait dans la rééducation post-opératoire, c'est vrai que c'est toujours une balance, un équilibre. C'est-à-dire qu'à la fois, nous en tant que kinés, on doit faire tout pour récupérer une bonne fonction pour le patient, qu'il y ait des bonnes mobilités, qu'il n'ait pas de douleur et qu'il ait aussi une bonne fonction, des gestes fonctionnels, des mouvements automatiques, comme on a vu au niveau de l'épaule, on doit retrouver ces programmes moteurs automatiques, on doit retrouver de la force musculaire, etc. Et puis d'un autre côté, eh bien, il faut qu'en rééducation, on ne soit pas lésionnel pour le tendon, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, il faut que la suture qu'a fait le chirurgien puisse bien cicatriser. Dans ces suites post-opératoires, eh bien, finalement, c'est la cicatrisation biologique du tendon qui va nous aider, puisqu'il y a vraiment différents stades de cicatrisation. Et on peut dire qu'un tendon est cicatrisé vers 3 mois et vraiment consolidé à 6 mois. Il faut du temps, en fait, c'est progressif et la progression en rééducation est très importante. Pendant longtemps, on a fait cette rééducation progressive en utilisant progressivement, par exemple, le bras de levier de la pesanteur, etc. Mais maintenant, plus récemment, il y a eu des études en fait EMG avec des études électromyographiques qui ont pu en fait étudier la contraction maximale de la coiffe dans les exercices les plus courants utilisés au niveau de l'épaule. Et ça a été quand même
une grosse évolution parce qu'on a pu vraiment baser notre évolution sur la science. Et donc, dans cette étude, eh bien, ils ont pu noter vraiment le pourcentage de contraction maximale de la coiffe. Et dans le consensus de la Société américaine de la rééducation de l'épaule et du coude, ils ont pu vraiment faire un consensus sur vraiment la progression de cette rééducation post-opératoire. Donc notamment, on voit que lors de la première phase post-opératoire, pendant environ les 6 premières semaines, il y a environ 3 grandes phases, on va en parler rapidement dans la rééducation post-opératoire d'une coiffe opérée. Et dans cette première phase, il ne faut pas aller au-delà de 15% de la contraction maximale. Et dedans, on retrouve des exercices d'automobilisation, membre supérieur soutenu par exemple, qui entraînent une contrainte très faible sur les tendons. On pourrait dire qu'il y a un petit peu d'actif dedans, mais en fait, ce n'est pas dangereux pour le tendon. Donc ça a été quand même une certaine révolution pour la rééducation de l'épaule, où au début, on faisait vraiment que de la mobilisation passive. Donc voilà, juste un exemple de cette première phase. Là, ça dure une première phase qui dure 6 semaines. Le but, c'est de retrouver l'élévation passive au niveau de l'épaule. Et voilà un exemple d'exercice. Là, c'est le patient, il est 3 heures après l'opération. Et il va pouvoir commencer l'exercice d'élévation main jointe. Pendant cette première phase post-opératoire, nous, en tant que kiné, on ne va pas juste regarder les patients faire leurs exercices, évidemment. On va utiliser des techniques manuelles et des exercices progressifs, mais qui sont vraiment sans danger pour la coiffe. Ça, c'était vraiment un exemple. Pendant la deuxième phase post-opératoire, c'est environ entre 6 semaines et 3 mois. Et les dates en fait, de passage, c'est vraiment c'est des dates un petit peu générales, un petit peu moyennes. Mais finalement, évidemment, il y a des critères de passage d'une phase à l'autre. Et l'objectif de cette phase, c'est vraiment récupérer une élévation active, une amplitude complète, non douloureuse et avec une bonne qualité de mouvement. Et de récupérer également les rotations. Donc là, c'est les principes spécifiques qu'on peut utiliser en rééducation. Le travail au zénith, le travail de la chaîne cinétique, le travail de la rééducation neuromotrice, notamment utiliser les mouvements symétriques, la vision, la main, réactiver les muscles au niveau de l'épaule mais sans résistance ajoutée, et également travailler aussi le rachis thoracique. On a vu que ça faisait partie de la cinématique du membre supérieur. On a réalisé aussi une étude sur la vitesse du mouvement d'élévation active sur des patients en fait, qui étaient à 6 mois post-opératoire d'une coiffe. On avait réalisé cette étude prospective et observationnelle pour regarder un petit peu la vitesse du mouvement d'élévation. Les patients on leur demandait de lever le bras. On leur disait pas du tout qu'on évaluait la vitesse. Et on a utilisé un smartphone, c'est une mesure qui est validée. Et en fait, on a pu observer dans notre étude que la vitesse maximale d'élévation, plus le patient a une vitesse élevée, plus c'était relié à des scores fonctionnels importants, notamment un meilleur Simple Shoulder Test, qui est un test fonctionnel au niveau de l'épaule, meilleur score de constant, et également pour le Simple Shoulder Value. Donc c'est important aussi en rééducation de ne pas penser qu'au mouvement, à l'amplitude, mais également à la qualité du mouvement, à la vitesse, qu'il n'y ait pas d'accrochage dans le mouvement, et également que ce soit le mouvement le plus fonctionnel possible en fait. Voilà juste un exemple de cette rééducation. Là, c'est vraiment un des premiers exercices qu'on fait dans cette phase active. Le membre supérieur est soutenu. Vraiment, on est un petit peu au-dessus des 15% de contraction maximale de la coiffe. Mais voilà, on commence un petit peu dans cette rééducation à récupérer l'élévation active. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase de renforcement musculaire. Là, on peut mettre plus de résistance sur les tendons, toujours de manière progressive. Là, c'est juste un exemple d'un patient, par exemple, pour le dentelé. Puis on va utiliser aussi également les membres inférieurs en fente-avant et la rotation du tronc également dans les exercices. Et cette dernière phase, qu'on peut appeler une phase complémentaire, qui est aux environs de 5 mois, on va la réaliser pour les patients qui ont vraiment une attente fonctionnelle importante, des patients qui sont sportifs, qui ont un métier physique. Ces patients-là, il faut leur récupérer une force musculaire plus importante. Et là, voilà, juste un exemple d'exercice qu'on peut faire dans cette phase. On va travailler, vous voyez là, plus avec le poids du corps dans cet exercice. Alors, donc là, c'est la rééducation. Maintenant, quoi faire quand le patient ne va pas bien? Parce qu'évidemment, dans notre pratique, il y a des patients qui évoluent très bien. Et puis, des fois, on peut avoir un petit peu des petites difficultés ou les patients ont des difficultés dans leur récupération. Par rapport au temps d'immobilisation et le pourcentage inférieur à 15%, mais vraiment des fois dans les prescriptions, dans une rééducation, on voit qu'il faut faire que de la phase passive pendant 6 semaines et ils mettent par exemple faire du pendulaire dès la semaine 2. J'en ai plusieurs d'avoir des prescriptions comme ça, alors quand on regarde sur l'échelle, le pendulaire c'est inférieur à 15%. Ouais, c'est inférieur à 15%. Donc il n'y a aucun danger de faire du pendulaire en post-opératoire. Alors, je ne sais pas si des fois les chirurgiens interdisent de faire du pendulaire, parce que c'est quand même l'exercice le plus classique utilisé pour l'épaule. Même quand les patients sont immobilisés 4 semaines, souvent ils autorisent à faire du pendulaire. Ils disent de faire que du passif, et après ils disent de faire du pendulaire, mais du coup ça fait de l'actif. Donc j'aimerais savoir comment... Je crois que Solène a bien montré. Que, si on va regarder dans la science, cette histoire d'actif-passif, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire que, on voit bien qu'on peut faire de l'actif, on appelle ça de l'actif aidé, mais en pratique, il n'y a pas de contraction.
aussi peu que finalement il n'y a aucune contrainte dangereuse pour le tendon. Je ne vais pas parler d'épaule, mais de psychologie des chirurgiens. Alors, le problème, c'est qu'il y a la science et la réalité d'abord, et c'est vrai qu'on peut parfois déraper, il le disait lui-même par rapport à la science, et faire des choix un peu différents de ce que la science nous dit, mais surtout les chirurgiens, ils vivent aussi beaucoup avec leurs fantasmes, leurs peurs et tout ça, et donc le mec qui a eu beaucoup de mal à réparer son épaule, qui s'est fait chier, etc. et tout, il peut flipper et te faire une prescription qui n'est pas tout à fait ce que la science nous proposerait de faire. Après, à toi de voir si tu fais quand même ce que tu veux ou ce que tu fais. Moi, je crois, et d'ailleurs, la sécurité sociale a beaucoup fait de trucs sur ce sujet. Je crois qu'il faut beaucoup de laisser. Il faut pas mal. On n'est pas obligé de donner des indications ultra précises au kiné. Moi, je suis au contraire pour laisser un peu de liberté avec des moments choisis, etc. Mais quand les médecins font ça, c'est parce qu'ils ont un peu peur. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir peur. Hein. Vous aussi, ça vous arrive parfois qu'on vous envoie pour rééduquer un patient qui n'est pas complètement solide pour une fracture. Et vous ne le rééduquez pas autant que nous on l'aurait demandé parce que vous avez peur de le casser. Les chirurgiens sont un peu pareils, ils ont un peu peur de casser leur coiffe, mais la science montre qu'on peut faire du pendulaire sans aucun problème, ça c'est sûr. Si vous voyez, je pense que certains d'entre vous, qui est déjà venu au bloc opératoire voir une coiffe, par exemple là. Vous avez vu comme on manipule le patient en sortant du bloc, on tire dessus, on le sort, le brancardier il le met comme ça, on lui met la tête et tout, si c'était fragile, on ne pourrait pas faire tout ça, hein. Ça tient le coup quand même. Hein. Donc voilà, beaucoup de fantasmes des chirurgiens et pas beaucoup de science pour ces trucs-là, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Peut-être juste préciser qu'il faut bien dire aux patients quand même qu'avant 3 mois, il ne faut pas porter de charge quand même. Je crois que c'est super important là, ce dont on est en train de parler parce que je crois que des protocoles stricts c'est stupide. L'absence de protocole c'est aussi stupide. Il faut vraiment, je crois, dire, c'est pour ça qu'on vous a donné ce soir, c'est les principes scientifiques. Et après, effectivement, chaque patient est différent, chaque cas est différent, il faut s'adapter. Par contre, où je ne suis pas d'accord, c'est pas, où il faut quand même rester sur des bases scientifiques et surtout des bases biologiques. Et l'exemple typique, c'est le patient qui fait ça à 6 semaines, super bien. Et donc, conjointement, le kiné et le patient décident de passer au renforcement musculaire. Ça non. Ça non, parce que biologiquement, le tendon, il n'est pas solide du tout. Même si le patient va super bien. Donc effectivement, il faut garder les grands cadres. Un patient qui va très très bien à 6 semaines, bon, on attend. Peut-être on ne le revoit pas, peut-être qu'il vient juste de temps en temps comme ça. On garde s'il a. Et puis, on fera vraiment un super travail à 3 mois. De renforcement musculaire, de travail proprioceptif. Il y a énormément de choses à faire. Et là, c'est vous qui avez complètement la main. Parce que vous allez faire plein de choses avec plein de techniques. Mais c'est ça qu'on voulait vous dire. On voulait vous dire qu'il y a globalement 3 phases, c'est vrai. Tant de semaines, c'est faux. Et puis, il y a l'inverse. L'inverse, c'est un patient qui est un peu raide, qui fléchit qu'à 140. Et puis, comme on est déjà à 3 mois, on dit, bon, bah, maintenant, c'est le moment de commencer le renforcement musculaire. C'est stupide. Tant qu'il n'a pas des mobilités passives complètes, il ne faut rien faire d'autre. L'objectif, c'est des mobilités passives complètes, c'est tout. Même à 6 mois. D'accord ? C'est ça le message qu'on voulait faire passer. On peut simplifier par exemple dire que pendant la première phase, on récupère l'élévation passive. Si le patient est souple, à ce moment-là, on passe à la phase active, mais ça peut être pas forcément à 6 semaines pile, ça peut être à 2 mois, si le patient est encore un peu raide. Que dans cette phase active, on va travailler l'élévation active et les rotations, mais on ne mettra pas de résistance sur les tendons, mais on va se servir de travailler avec la pesanteur, les gens on va les faire travailler debout, on va augmenter le bras de levier de la pesanteur, on commencera bras fléchis puis bras tendus, on va travailler l'endurance au zénith par exemple, la vitesse du mouvement. Mais on ne mettra pas de résistance avec des élastiques, des charges avant 3 mois parce que vraiment la cicatrisation du tendon c'est long. Et en fait, si le patient vraiment évolue très bien, on va diminuer un peu le nombre de séances par semaine et on va travailler plus l'endurance, la qualité du mouvement d'élévation. Et après, il sera parfait à 3 mois pour vraiment faire du renforcement musculaire. Et à 3 mois, on récupère la force progressivement. Voilà, comme Stéphane vous a demandé, mais bien sûr, vous pouvez venir nous voir après. Si certains veulent venir au bloc opératoire, vous êtes les bienvenus, vraiment. Donc maintenant, ça c'est un sujet passionnant. Quoi faire quand le patient va pas bien ? Parce que là, vous les voyez, et puis vous les voyez, nous on les voit un quart d'heure, on les voit un quart d'heure et encore à la consultation. D'ailleurs, il se plaigne. Il m'a dit il était content alors que moi je suis pas content. Justement, on va en parler de ça. Alors, voilà, c'est la consultation, c'est lundi matin. Vous avez passé un super week-end. Et vous êtes très très perspicace et vous posez une question extrêmement intelligente, comment allez-vous ? Et le patient vous dit, je vais pas bien du tout. Ça arrive jamais, mais bon. Et donc je leur dis, c'est normal, vous avez été opéré récemment. Et le patient fait, ah non, j'ai été opéré il y a 6 mois. Bon, c'est lundi matin, en plus c'est difficile, bref. Vous dites, bon, qu'est-ce que je pourrais bien trouver ? Là vous réfléchissez, même pour un orthopédiste. Et là, vous dites, est-ce que vous avez fait votre échographie de contrôle ? Parce que souvent, moi, je fais une échographie de contrôle à 6 mois. Et le patient me dit, oui, d'ailleurs, le tendon est bon. Et là, vous dites, moi, votre coiffe est cicatrisée, j'ai fait mon travail. Vous venez pour ça,
J'ai fait cicatriser le tendon, tout va bien. Ah oui, docteur, je suis très contente, mais j'ai toujours très mal. Ça, vous en voyez des comme ça, hein. Ils ont mal. Et là, il y a un long silence, parce qu'on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous dites, et elle vous dit, et en plus, je me sens pas capable de reprendre mon travail. Ah, Et là, on a la réponse. là, vous dites, ah, enfin, je vais pouvoir me disculper. C'est quand même le truc le plus important. Et alors, je lui dis, est-ce que vous êtes en maladie professionnelle? Et elle me dit, oui. Et très sincèrement, je ne voulais plus de ce mode de pensée. Parce que je pense que c'est un biais et que automatiquement, on met un patient dans une case parce qu'on a une information. Et en plus, ça ostracise une partie des patients. Et donc, c'était contraire à la façon dont je voulais soigner les gens. Donc, on a décidé, avec Solène, de reprendre tous les patients qu'on avait opérés et de voir qu'est-ce qui se passait. On en a pris 400, on a fait 2 groupes. Groupe A, le patient va bien, on peut lui dire au revoir monsieur, au revoir madame, on ne vous verra plus, votre tendon est cicatrisé, vous êtes content, vous avez un score de constant élevé, tout va bien. Le groupe B, petit score de constant, patient un peu raide, des douleurs invalidantes, incapacité de reprendre le travail, à 6 mois. Eh bien, vous voyez, un autre biais cognitif, on a toujours l'impression qu'on est bon, il y en avait quand même 1 sur 5, 20%, c'est colossal, qui à 6 mois n'allait pas bien, était dans la catégorie B. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé, on a essayé de regarder tout, on a tout regardé, l'âge, le poids, le cholestérol, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, on n'a retrouvé que 4 critères. Le premier critère, c'est effectivement, c'est vrai, mais on va y revenir après. Les gens qui sont en accident de travail, en maladie professionnelle, vont moins bien à 6 mois, c'est clair. Le deuxième chose, c'est quand ils avaient un score de constant très bas au départ, eh bien, ils allaient moins bien. Probablement, il leur faut plus de temps. Quand on avait une bursite à l'échographie, quand à l'échographie de contrôle, on a une petite bursite, ils avaient mal, c'était lié. Et par contre, ça rend modeste, mais c'est logique par rapport à ce qu'on s'est dit avant, quand il y avait une re-rupture, ils n'étaient pas forcément mal. Le fait d'avoir une re-rupture, contrôlée à l'échographie, ne faisait pas de vous systématiquement un patient qui n'allait pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a re-regardé ces patients à 9 mois, puisqu'on essaye de suivre les patients jusqu'à temps qu'ils aillent bien, et à 9 mois, eh bien, on avait une nette amélioration du groupe accident de travail, maladie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que ce sont des patients qui sont comme les autres, mais ils ont simplement besoin de plus de temps. C'est tout. Et ça, je peux vous dire que quand vous discutez avec eux à 6 mois, vous leur dites, écoutez, vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas reprendre votre travail, on le sait, vous avez juste, mais votre tendon est cicatrisé, vous avez juste besoin de 3 mois de plus que les autres. Par contre, dans 3 mois, il faudra reprendre. Donc, j'ai pratiquement plus de problème. S'ils avaient une bursite, on leur a fait une infiltration, même à 6 mois, et alors c'était spectaculaire, ils allaient très très bien. Et si ils avaient, par contre, je vous ai dit tout à l'heure, que s'ils avaient une re-rupture, ce n'était pas forcément des patients qui n'allaient pas bien. Mais s'ils ne vont pas bien, et qu'ils ont une re-rupture, alors même à 9 mois, ils ne vont toujours pas bien. Donc ça veut dire que ces patients, si à 6 mois, ils ont une re-rupture et qu'ils ont mal, je les réopère. Des questions là-dessus? Alors, on a aussi regardé si, on a pris le truc dans l'autre sens, donc on s'est dit que c'est quand même plus qu'un problème de cicatrisation. Effectivement, on a publié récemment qu'il n'y avait pas de corrélation entre la satisfaction du patient et sa cicatrisation tendineuse. J'ouvre une porte ouverte, j'enfonce une porte ouverte en fait, puisque c'est évident qu'il y a des facteurs psychosociaux qui rentrent en compte. On est, je pense, ultra mauvais encore à ce niveau-là. On n'est pas bon, on les a vus très mal en pré-op, on les évalue très mal en post-op, et on a vraiment besoin de collaborer avec vous, surtout en pré-op, je pense, pour pas mettre les patients dans une case, certainement pas, mais pour appréhender globalement le patient qui n'est pas qu'une coiffe. J'ai une remarque et une question. D'abord, une petite remarque rigolote, c'est que moi, les coiffes, justement, puisque comme tu disais, il y en a 20% globalement qui ont mal au bout de 6 mois, je ne dis jamais à une coiffe comment ça va, je commence par dire alors ça fait mal encore un peu. Hein. C'est le mec qui dit ah ouais mais bon ça va, ça progresse. Alors si tu lui dis comment ça va, il va dire ah bah ça va mal. Donc je retourne la question. Non, la question que je posais c'est que je vois que tu dis que tu fais des échographies post-opératoires. Comme on sait, et tu l'as montré, qu'il y a des ruptures itératives, que c'est absolument aucune corrélation entre la douleur et la rupture itérative. Il n'y a pas plus de douleur chez les ruptures itératives que chez les autres. Tu ne prends pas un risque en faisant une échographie, ce que le patient dise bah, c'est normal que j'ai mal puisque j'ai une rupture. Alors que nous, on sait que ça n'a pas de rapport. Et deuxième question, du coup, tu fais une échographie à tous tes patients post-opératoires ou pas? Tu as raison, c'est un risque qu'il faut savoir prendre. C'est comme ça. Et il faut être transparent. Et moi, j'ai décidé ça dès le début. Je fais une échographie de contrôle à 6 mois. Et il faut
Ils viennent pour une réparation de tendon, ils veulent savoir si le tendon est réparé, il faut jouer le jeu. Et donc qu'est-ce que tu fais s'ils ont pas mal, mais qu'ils ont une rupture itérative? Je leur explique. Que c'est pas grave. Ouais, je leur explique. C'est dur à expliquer. Très bien, bien sûr, c'est dur. Une question? Que le schéma, c'est pas à nouveau que ça se dégrade et qu'on retrouve dans le premier cycle où on va se retrouver à distance avec une Oui, bien sûr, c'est sûr. On va en parler, effectivement. Vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que, imaginons 50 ans, on répare le tendon, rupture itérative, il va être dans la catégorie d'une rupture. Et par rapport aux patients qui ont des bursites, est-ce que vous avez identifié un facteur qui provoque plus ou moins chez les patients des bursites dans la rééducation ou au niveau personnel? Non, j'ai pas retrouvé. Alors, faut que ça soit une vraie bursite, hein, pas une bursite d'échographiste. Faut vraiment qu'il y ait jusque-là. Faut qu'il y ait jusque-là quand même, bursite, normalement. C'est le petit liquide là. Mais j'ai pas retrouvé de cause. On aurait pu, peut-être qu'il n'y avait pas assez de patients, peut-être. Alors ça, par contre, c'est vraiment du rétrospectif, hein. Il n'y a pas de comparatif, il n'y a rien. On est de temps en temps, on regarde dans le rétroviseur et on se dit, voilà, les 400 derniers, bon, c'est des gros chiffres quand même. Donc ça permet de peser un petit peu. Mais je suis bien d'accord que c'est du rétrospectif. Donc on ne peut pas aller aussi loin dans l'analyse que vous dites et essayer de savoir pourquoi bursite ou pas. J'ai vu une autre question. L'ATEL, tout à l'heure, on disait que ATEL ou sous-ATEL, la suite post-opératoire change de chose, pardon. On considère du coup que c'est pas un frein de porter une ATEL sur la rééducation. C'est-à-dire que s'il y a une épaule qui n'avance pas autant qu'on voulait au début, on considère à aucun moment que l'ATEL peut être une explication de ce frein dans la rééducation. Non, moi je crois que c'est vraiment du confort. Je vois bien, moi, vous avez vu, j'utilise une grosse attelle. Les petites attelles, les gens vont moins bien. Et en fait, c'est systématique, hein, Solène pourra vous le dire. Je leur montre l'attelle en consultation, ils font « Oh là là !» Je les revois à 6 semaines, je leur dis, ou à 3, je leur dis « Maintenant, pour tirer l'attelle, oh, je l'aime bien. Elle est pas mal, mon attelle. Elle est hyper confortable, celle-là. » C'est Gilles Valche qui l'a dessinée avec Lyotard. Elle est super bien. Honnêtement, moi demain, je me fais opérer de ma coiffe, j'en prends une. J'en prends une pour la nuit, pour le machin. Elle est hyper confort. Et puis vous le saviez mieux que tout le monde. Une épaule reposée qui a été opérée, c'est un rachis reposé, c'est globalement tout qui va mieux, quoi. La question que tu posais, c'est valable pour toute l'orthopédie d'ailleurs, en général. Mais il ne faut pas avoir. Dans les 6 semaines qui suivent une intervention d'orthopédie, il y a très peu de. À part les fléchisseurs ou quelques blessures comme celle-là, les fléchisseurs des doigts, il n'y a pas beaucoup de blessures où on prend un risque en mettant une attelle de façon intermittente avec des séances de kiné entre les deux. Parfois, les kinés, effectivement, comme toi, disent ouais, mais s'il garde l'attelle, il va. Non, dans le premier mois, c'est tellement important pour le confort et la douleur, parce que le confort et la douleur, pour la psychologie, c'est la kinésiophobie. J'ai découvert ce mot tout à l'heure, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait, la kinésiophobie. Donc c'est sûr que si le mec a mal, il ne va pas aimer voir le kiné. Or ça repose. Hein. Il y a reposer une épaule, reposer un coude, reposer un poignet. C'est sûr que le mec sera en meilleure condition pour faire sa kiné. Dans les 4 ou 6 semaines qui suivent une intervention d'orthopédie, il n'y a jamais de risque à avoir une attelle ou une immobilisation si elle est entrecoupée de kiné bien faite. Puis il y a 2 choses qu'on peut dire, c'est que l'attelle, il faut qu'elle soit bien réglée. C'est-à-dire que nous, en tant que kiné, au départ, il faut bien régler l'attelle pour les patients. C'est pas parce qu'on a peur que le tendon il soit rompu si elle est mal réglée, c'est juste pour qu'il soit reposé dans son attelle. Faut qu'il ait aucune douleur et qu'il arrive à relâcher son bras dans son attelle. Et puis au repos, en fait, s'ils veulent pas être toujours avec l'attelle, ils mettent un coussin sur leur bras, ils se mettent dans une position de confort, ils n'ont pas de douleur. En fait, ça c'est très bénéfique pour les patients parce que du coup, ils vont avoir moins de tension musculaire. Et la deuxième chose, c'est que les facteurs psychosociaux, c'est important et qu'on a différents types de patients en fait. Vous avez le patient qui va être très angoissé, qui va vraiment avoir... Déjà, les patients, ils ont des douleurs, souvent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant l'opération. Hein, et donc, ils vont avoir peur de bouger, peur de se faire mal, ils sont contractés, ils ont peur de faire leurs exercices, etc. Donc, nous, notre comportement en tant que kiné, ça va pas être le même qu'avec les patients qui, eux, ils vous disent, moi, je mets à peine mon attelle, ou ils font plein de choses, etc. Où il va falloir plutôt leur dire, c'est pas grave si vous mettez pas votre attelle, mais par contre, faites attention, portez pas de choses lourdes, faites pas de sport tout de suite, etc. Si vous voulez qu'on partage 1 ou 2 cas cliniques, comme ça on interagit. Donc voilà, c'est un cas clinique. Alors, je vais peut-être recommencer depuis le départ. Donc ça, on va remettre depuis le départ quand même. Donc là, c'est une patiente qui était à 2 mois et demi post-opératoire. Hein. Voilà, vous voyez dans la première vidéo en haut, hein, qu'elle va faire une élévation active. En fait, elle n'est pas complète, hein, environ à 140 degrés. Et moi, quand je la mobilise en passif, en fait, il n'y a pas de différence. C'est un problème passif.
La patiente, elle peut pas aller plus loin, mais parce qu'elle a encore une petite raideur. Et après, il faut regarder un peu d'où vient cette raideur. On va regarder si c'est plutôt le plan antérieur. Là, on voit que c'est plutôt le plan postérieur, puisqu'elle est limitée en adduction horizontale, et puis elle est limitée en rotation médiale 2. Ça, c'est deux éléments importants dans notre raisonnement clinique, nous, dans le bilan kinésithérapique, pour voir qu'il y a une raideur un peu du plan postérieur. Et la raideur du plan postérieur, qui peut être musculaire ou capsulaire, va limiter l'élévation globale passive. Si on compare par rapport à son côté opposé, vous voyez, ça c'est une élévation normale, amplitude complète. Voilà. Vous voyez un peu la différence dans l'adduction horizontale. Et puis ici, on voit mieux là, dans la rotation médiale en position 2, où elle a une bonne amplitude. Donc ça, déjà, de comparer par rapport au côté opposé. Donc ces patients-là, dans notre pratique kinésithérapique, on va plus étirer cette partie postérieure. On peut utiliser des techniques manuelles, on peut leur donner des exercices aussi à faire à la maison pour les assouplir. Et c'est que quand ils auront vraiment une bonne élévation passive qu'on fera vraiment le travail actif. Et si on les assouplit pas avant de faire du travail actif, c'est-à-dire de travail de récupération de l'élévation passive, de l'élévation active, ils vont compenser par exemple par la scapula, tout ça, parce qu'ils n'auront pas la bonne mobilité dans la gléno-humérale. Question sur ce cas, ça c'est assez classique. Assez classique, et c'est cela qui, vraiment, il ne faut pas passer à côté, surtout pas passer à la phase de renforcement musculaire. Ouais. Cette patiente, elle a été vue 3 fois par semaine? Ouais. Ah ouais. C'est la règle. Nous, on revoit tous les patients, on a pris des patients dans nos revues de patients. C'est pas quand on a une raideur d'épaule, c'est pas forcément une capsulite. Il y a aussi des fois des capsulites, mais là, c'est des patients qui n'ont pas de douleur au repos, ils n'ont pas de douleur la nuit, mais ils sont un petit peu gênés en fin d'amplitude quand même. Un petit peu gênés, souvent une petite douleur en fin d'amplitude. Et c'est important de bien assouplir au maximum. C'est-à-dire au début, on récupère vraiment l'élévation passive globale, et puis après, on va aller vraiment dans les derniers degrés pour les améliorer au maximum. Et si elle a mal, c'est pas non plus une algoneurodystrophie. Parce que je pense que des algos, il y en a, je vois pas, j'en vois une par an. Donc c'est un mauvais diagnostic, je pense. C'est des gens qui ils finissent par avoir une scintille, personne ne sait trop ce qu'ils ont. Et puis donc on se dit, tiens, on a un mot, c'est un peu scientifique, donc on dit algoneurodystrophie. Donc il n'y en a pas en fait, il n'y en a pas. Par contre, il faut se méfier de ceux qui l'ont avant qu'on les opère. Ça existe. Et ça, il faut faire attention. Mais effectivement, en post-opératoire, il n'y en a pas. Et vous vous souvenez que quand ils ont une petite raideur à l'épaule, on peut faire du travail manuel, des techniques manuelles, mais on va aussi faire des exercices actifs, mais plutôt à visée d'assouplissement. C'est-à-dire ils vont faire aussi des exercices dans votre cabinet et puis aussi à domicile pour vraiment assouplir leur épaule. C'est pas que du passif quand même s'il y a une raideur. Mais on n'aura pas pour objectif de vraiment retrouver l'élévation active. Lui, c'est un autre problème, on va voir. Il va lever son bras avec les deux mains. Le patient, du coup, on ne voit pas dans les derniers degrés, donc il a une légère petite raideur. C'est quand même correct. Et puis ensuite, on va lui demander, on va le faire 2 fois, après, on va lui demander de lever le bras en actif. Vous voyez, la patiente tout à l'heure, on levait le bras, puis moi, quand j'allais chercher plus loin, il n'y avait pas de différence. Ce patient, quand il est en actif, vous voyez un peu la différence entre la mobilité passive et la mobilité active. Donc là, il n'arrive pas à 90 degrés. Quoi. Si on regarde là, de dos, vous voyez la manière dont la scapula va venir en fait compenser. Donc ça, c'est pas un problème de la scapula en fait. La scapula, elle joue tout son rôle, mais comme le patient il a un problème actif, un problème d'activation au niveau de la coiffe, et du coup, il peut pas réaliser l'élévation active et la scapula, elle va compenser. Puis il y aura des fois des patients, surtout dans les derniers degrés, qui vont avoir une bonne mobilité passive au niveau de la gléno-humérale, mais en actif, la scapula ne va pas vraiment faire toute la sonnette latérale d'élévation, elle n'aura pas toute l'amplitude dans le pouvoir de rotation, dû à un manque d'activation musculaire et des fois aussi des tensions antérieures qui peuvent gêner aussi le mouvement de la scapula. Et là, ce n'est pas un problème scapulaire, c'est un problème vraiment actif au niveau de la gléno-humérale et notamment au niveau de la coiffe. Moi, quand je le mobilise, on voit bien qu'en passif, il manque peut-être quelques degrés, mais bon, il est très loin de sa mobilité active. Et par contre, ce qui est très important, c'est de savoir aussi si les gens ils arrivent à tenir au zénith. À partir du moment où ils arrivent à tenir au zénith, souvent, il n'y a pas de problème, on les récupère progressivement. Alors, c'est parfois, quand même, ils vont bien. Et ils demandent même s'ils peuvent reprendre le sport. Donc, Solène va nous répondre à la question. Et pour le patient précédent, en fait, on va faire une progression dans notre éducation pour lui récupérer son élévation active. Donc, quelle reprise du sport après la réparation de la coiffe? Donc, c'est intéressant, c'est de regarder dans la littérature, voilà ce qu'on peut trouver comme données, notamment cet article de 2020, pour savoir s'il y a une différence dans la reprise du sport chez les patients qui ont un sport de loisir ou les patients qui ont un sport de compétition.
Donc le retour au sport en moyenne au même niveau, c'est 70%, donc c'est quand même plutôt élevé, avec 73% pour les sports de loisirs et un petit peu moins pour les sportifs en compétition, ce qui est un petit peu logique puisque l'épaule, voilà, ça demande vraiment une intensité importante, donc effectivement il peut y avoir un peu de différence avec les sportifs de compétition. Là c'est une autre étude qui a été faite sur des patients un peu plus âgés, en moyenne de 65 ans, sur le retour à la natation. La natation, vous voyez, le retour à la natation c'est 97%. Avec plus de facilité pour le crawl et la brasse, par exemple, que le dos crawlé et la nage papillon. Et puis, la récupération d'élévation active, c'était un facteur important. C'est-à-dire quand les patients ils avaient une bonne élévation active, et ben en fait, ils avaient plus de récupération, notamment dans toutes ces nages, en fait. Donc, il y a des critères de décision pour le retour au sport, pour les patients. Donc, vous avez vu, on parle beaucoup de la cicatrisation du tendon, mais c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre tous les sports à 3 mois parce que c'est pas encore consolidé. Et à 3 mois, on peut reprendre des sports peu intenses pour le nombre supérieur, c'est-à-dire la brasse, le vélo sur route et la course à pied. Et puis à 6 mois, il n'y a pas de contre-indication pour reprendre en fait les autres sports. À 6 mois, on peut reprendre tous les autres sports. Et vous savez évidemment qu'il faut une progression. D'abord, on va reprendre l'entraînement, puis la compétition chez les sportifs plus de haut niveau. Mais sinon, même dans les sportifs de loisirs, voilà, on va avoir une progression dans la reprise. Et puis c'est par rapport aussi à d'autres critères, les critères que vous voyez lors de vos bilans en kinésithérapie. Est-ce que le patient n'a pas mal? Est-ce qu'il y a des mobilités actives et passives complètes? Est-ce qu'il y a une mobilité active aussi qui est de qualité? C'est-à-dire que le patient, il peut lever à 160 comme ça, puis lever très vite, ou lever comme ça avec un accrochage dans le mouvement, c'est pas la même mobilité. C'est pour ça qu'on avait fait cette étude sur la vitesse, c'était pour à la même amplitude en fait. Eh bien, il y a des différences de qualité de mouvement. La force musculaire évidemment. Et puis, il y a des tests fonctionnels, donc qui ne sont pas spécifiques pour la suture de la coiffe, mais qui sont plutôt utilisés d'ailleurs pour les instabilités d'épaule, mais qui peuvent être des tests intéressants à faire pour vos patients, faciles à faire en cabinet, en libéral. Le Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test, l'Upper Quarter Y Balance Test et le Single Arm Sitting Shot Put Test. Donc, c'est important quand même de savoir que voilà, c'est des chirurgies qui ont vraiment des bonnes récupérations, donc les patients peuvent reprendre quand même pour la majorité des activités sportives et leur travail. C'est une question importante parce que c'est une question que les patients vous posent. Ils vous disent, mais est-ce que je vais pouvoir reprendre mon sport? Dans le même genre, parce que ça peut être un sport quand même, le travail manuel. Le maçon qui vous dit, mais attendez, après cette rupture, je vais pouvoir retravailler? Oui. Les travailleurs de force peuvent reprendre un travail de force. On est en train de faire une publication là-dessus. On a déjà les résultats, mais je ne vais pas tout découvrir maintenant. Et puis, les patients qui aiment faire du sport, ils peuvent reprendre leur pratique du sport. Ça, c'est important, parce que c'est une question qui vous pose avant et une question qui vous pose pendant. Et donc, vous avez là un substrat scientifique pour leur répondre. Des questions là-dessus? Pour la force musculaire, moi, je voulais savoir comment vous l'évaluiez. C'est très compliqué, la force. On a fait un papier là-dessus. Il y a une très mauvaise corrélation intra-inter. Normalement, si on regarde le score de constant, il faut prendre un peson et il faut le faire 3 fois à 10 minutes d'intervalle. C'est-à-dire, globalement, personne ne le fait. Donc, nous, on a une technique qui marche pas mal. C'est-à-dire qu'on met le patient... On met le patient sur un pèse-personne. Ouais, tu fous le patient sur un pèse-personne. Enfin, excuse-moi. Tu te mets sur... Tu te pèses. Bien, c'est pour ça que tu contrôles ton poids régulièrement. Si tu vois par exemple 78, par exemple, tu te mets comme ça, et tu appuies, et tu regardes ce qu'il y a de moins. Et tu as 1 kg, 2 kg, 3 kg. Nous, on a publié ça avec le peson, on a comparé. Et il y avait une très bonne corrélation. Intra-inter, c'est top. Et puis, c'était très très proche du peson. Et c'est super pratique, tu as juste à acheter un pèse-personne. Et le dynamomètre, c'était aussi en lien, c'était corrélé aussi avec cette mesure comme ça sur un pèse-personne. Essayez, c'est hyper facile, pratique, et ça te permet de te prendre ton poids tous les jours. Finalement, quand on fait ça au quotidien, ce qui est important, est-ce que c'est vraiment le nombre de kilos que le patient est capable de soulever vers le haut, ou alors est-ce que c'est aussi le fait de comparer par exemple au côté contralatéral, pour avoir 100 sur 100 score de constant, il faut soulever comme ça 12,5 kg, c'est pas rien. Moi, j'y arrive pas. Et on a... Mais ça va venir. On a publié ça dans l'OTSR. Donc c'est référencé, c'est publié, il y a un truc. J'ai une question sur le retour au sport à 3 mois quand vous dites faire de la brasse par exemple. Est-ce qu'il y avait un décalage avec le fait de reprendre à 3 mois uniquement l'actif? Parce que la brasse finalement c'est de l'actif, les distances qui sont du vélo par exemple. Et en même temps il y a quand même une complicité. Alors il y a peut-être une petite confusion, c'est que l'actif on recommence quand même beaucoup plus tôt, vers 6 semaines. Mais en fait c'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que même dans la première phase post-opératoire, on fait quand même un petit peu d'actif. Mais à contrainte minimale.
Et après, on va augmenter un peu le travail actif. Donc à 6 semaines, les patients, voilà, entre 6 semaines et 3 mois, ils récupèrent une élévation active totale. Normalement, un patient à 3 mois qui va bien, il lève son bras complètement normalement. Rotation latérale, comme ça, les gestes fonctionnels, aucun problème. Donc il est capable de faire de la brasse à 3 mois. Mais on commence, on va dire la phase active, comme on avait l'habitude de l'appeler, c'est plutôt entre 6 semaines et 3 mois. Mais on commence un petit peu de l'actif léger dès le départ, de l'actif membre supérieur soutenu, voilà, avec peu de contraintes sur la coiffe. Et voilà, c'est surtout le renforcement musculaire qu'on commence qu'à partir de 3 mois. Le renforcement plus intensif, avec des élastiques, le poids du corps, etc. Ça me donne envie de faire un commentaire sur la kiné en général, c'est que ce que tu disais, je ne sais plus lequel, sur est-ce qu'on peut faire disons, on fait de l'actif dès le début. C'est valable aussi pour toute la chirurgie orthopédique, pour les fléchisseurs, c'est pareil. Et ça illustre l'importance de la relation entre les kinés et les chirurgiens avec lesquels ils travaillent. C'est que moi, les kinés avec qui je travaille, j'en vois plusieurs ici, j'en vois un de l'hôpital américain ici, j'en vois un de l'Institut de la main là-bas. Donc les kinés avec qui je travaille, je les laisse beaucoup plus libres que les autres, parce que je sais que même si je dis pas de actif avant 6 semaines, je sais très bien qu'ils peuvent le faire parce qu'ils savent très bien la résistance qu'il faut au truc. Donc c'est très important d'avoir des liens avec certains kinés et pour vous avec certains chirurgiens, parce que du coup, plus il y a un lien important et plus il y a une compréhension, il y a une liberté. Mais elle a raison, en fait, l'actif, on le fait le premier jour, même on peut le faire dans certains cas, voilà. En choisissant bien la résistance. On peut dire actif aidé, par exemple, plutôt dans la première phase. Actif aidé, actif dans la deuxième phase et renforcement dans la troisième phase. Parce qu'en fait, c'est pas de l'actif pur. Ils vont avoir le bras sur un ballon ou ils tiendront leurs mains. Allez, on a un autre sujet. Jusqu'à quelle heure? Oui, question. Quand vous faites l'intervention pour le passif, après, est-ce que vous coupez toujours le subscapulaire si c'est une intervention pour l'infra-épineux et le supra-épineux ou pas? Alors là, d'abord, c'est pour la coiffe, c'est que sous arthroscopie, donc on ne coupe rien. Voie d'abord. Il n'y a pas de voie d'abord. C'est ce que je disais en introduction, c'est qu'avant, quand on opérait des coiffes, on coupait le deltoïde d'ailleurs plutôt que le sous-scapulaire. Le scapulaire, on le coupait quand on faisait des bancartes. Aujourd'hui, on fait les bancartes, on répare les bourrelets sans couper. Mais on coupait des muscles, effectivement. Aujourd'hui, l'avantage extraordinaire de l'arthroscopie d'épaule, c'est l'immense innovation, c'est qu'on coupe rien. On fait 3 trous minimum et on glisse nos instruments. Donc on coupe rien, on traverse des muscles avec un truc qui est à peine plus gros qu'une grosse aiguille intramusculaire. Par contre, pour eux, c'est pas le sujet du tout. Mais si vous avez à rééduquer une prothèse totale anatomique, souvent c'est un stress pour vous. C'est pas le sujet, mais j'en parle puisqu'on parle de voie d'abord. Vous dites, oh là, prothèse totale anatomique, moi j'ai jamais fait. Puisqu'on détache le sous-scapulaire et qu'on réattache le sous-scapulaire, c'est ni plus ni moins que les suites d'une coiffe. Vous prenez votre protocole de coiffe et vous l'appliquez à la prothèse totale anatomique. C'est tout. Maintenant, la question c'est jusqu'à quel âge? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que on en voit, parce que je vieillis, voilà, c'est vrai, parce que on en voit, et ça, je m'inscris vraiment en faux contre ça, où il y a des patients, on leur dit, ah non, à votre âge, c'est pas bon de vous faire réparer, c'est plus la peine. Et moi, je dis aux mes correspondants, je dis, est-ce que vous laisseriez quelqu'un avec une carie? Est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a une carie, 80 ans, 85 ans, vous dites, vous avez une carie? À votre âge, on ne va pas vous embêter à vous soigner votre carie quand même. C'est exactement pareil pour la coiffe. Exactement pareil pour la coiffe. C'est-à-dire que quand on est à la fin du traitement médical, et j'ai vraiment insisté sur le traitement médical au départ, pour vous dire, il y a une place pour le traitement médical. Surtout pas vous dire ce soir qu'il faut réparer toutes les coiffes, c'est faux. Mais il y a une place pour le traitement médical, c'est-à-dire passer 70 ans, et pour les raisons qu'on s'est dites avant, infiltration, rééducation, et ça va très bien, et tant mieux, c'est parfait. Mais quand on est en échec de ce traitement médical, il y a vraiment une place pour la chirurgie. Parce que ça ne traite pas le tendon, vous avez bien compris qu'on s'en fiche un petit peu, par contre ça traite la douleur. Et donc c'est des réparations de coiffe à titre antalgique. Et donc comme d'habitude, on essaie de regarder, là on n'est pas dans du classe 2, ni 1 ni 2, mais on est dans une classe 3 parce qu'on a comparé deux populations, les patients de plus de 70 ans et les patients de moins de 50 ans, pour voir comment ça se passait. C'est en cours de publication. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, et on s'en doutait, c'est évident, c'est si on regarde la cicatrisation, contrôlée à l'échographie, il y a les tendons, on le savait, hein, c'est logique, c'est de la biologie, plus vous vieillissez, plus votre tendon est de mauvaise qualité, moins vous cicatrisez. Donc ça, on a bien vu qu'effectivement, il y a moins de cicatrisation tendineuse quand le patient est plus âgé. Par contre, quand on regarde la satisfaction, ce sont des patients qui sont plus satisfaits que les jeunes, malgré leur plus faible taux de cicatrisation.
parce qu'ils avaient mal, et ils ont retrouvé une antalgie, et ça leur change la vie. Et donc j'aime bien cette diapo, parce que, effectivement, nous, en tant que chirurgiens, notre première mission, c'est de retirer la douleur des gens, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et quand vous avez une rupture de coiffe des rotateurs, ça a été publié, ça fait mal la nuit. Et les mauvaises nuits, c'est des mauvaises journées. Et les mauvaises journées, vous êtes désagréable avec les gens parce que vous avez mal dormi. Donc ça, c'est super important. Si on est en échec de traitement médical, on peut proposer une réparation de coiffe, quel que soit l'âge. Des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des études ou est-ce qu'on a des notions là-dessus sur pourquoi ça n'intervient pas dans l'arbre décisionnel? Donc pourquoi les facteurs psychosociaux n'interviennent pas dans l'arbre décisionnel, puisqu'ils ont une importance tout de même assez grande sur les facteurs de douleur, sur la douleur. Je sais pas si ma question est claire. Tu as parfaitement raison sur l'importance des facteurs psychosociaux, mais quand on fait un arbre décisionnel, on ne peut pas mettre par définition dans un arbre décisionnel tous les facteurs. Et il y en a beaucoup. Parce que sinon, ce n'est pas un arbre, c'est une toile d'araignée, ça ne ressemble plus à rien, on ne peut pas. Donc l'arbre décisionnel qu'il a montré, qui est l'arbre le plus fréquent, ça concerne les facteurs ceux pour lesquels on a le plus d'études et le plus de réponses par rapport aux questions qu'on se pose sur l'âge, sur la durée, etc., sur la douleur, pas de douleur, etc. Les facteurs psychosociaux, ils interviennent après dans notre cabinet devant le patient, bien évidemment. C'est-à-dire mais on ne peut pas faire un arbre avec, parce que autant on peut dire un patient a mal, un patient a pas mal. Tu ne peux pas dire par contre un patient est psychosocialement négatif ou psychosocialement positif. Il y a toute une gamme de profils psychosociaux, donc on ne peut pas faire un arbre, tout simplement. Alors que c'est beaucoup plus facile de dire moins de 60 ans, plus de 60 ans, c'est facile. Douloureux, pas douloureux, c'est facile. Psychosocialement compliqué, c'est difficile de faire une gradation. Mais évidemment que dans nos consultations, l'aspect psychosocial du patient intervient au moment de la décision. Il y en a plein d'autres. Tout à l'heure, il parlait d'âge dans un sens, il dit on peut opérer des gens de 80 ans. Mais il y a des gens de 55 ans qu'on n'opère pas, pour des raisons par exemple psychosociales ou pour des raisons d'autres pathologies médicales qui fait que si on les opère, ça ne va pas changer grand-chose, qu'ils sont par exemple gros fumeurs, diabétiques insulinodépendants, obèses, et que de toute façon ça ne changera pas grand-chose, ou qui ont une douleur chronique parce qu'ils ont une fibromyalgie, etc. Donc, c'est important les facteurs psychosociaux, mais les faire rentrer dans un arbre, c'est techniquement quasiment impossible, quoi. Pas forcément les faire rentrer dans un arbre, mais un peu, parce qu'il y a des articles qui décrivent un peu les facteurs psychosociaux. L'accident du travail, par exemple. Accident du travail, maladie professionnelle, c'est typiquement un facteur psychosocial, puisque c'est quand même un type de profil social et professionnel de patient. C'est probablement un rapport avec la psychologie. Pourquoi est-ce que les accidents du travail mettent plus longtemps à guérir? Mais pas seulement à guérir. Par exemple, quand on regarde la consolidation des fractures, elle est aussi plus longue objectivement chez les patients en accident du travail. Donc c'est pas parce que c'est des tirs au flanc, hein. C'est que psychosocialement, comme tu disais, il y a une différence dans la cicatrisation osseuse et tout ça. Donc oui, mais faire un arbre à partir de ça, c'est difficile. Qu'on en tienne compte, c'est sûr, je pense que tu en tiens compte beaucoup. Mais après, faire un arbre décisionnel à propos de ça, c'est techniquement très compliqué, d'autant qu'il n'y a pas d'études aussi pointues que ça. Hein. Parce que pour avoir un arbre décisionnel, il faut qu'il y ait des études derrière. Si on étudie 5, tous les facteurs n'ont pas été étudiés. Alors on va terminer, terminer, parce qu'après on avait un truc sur les coiffes non réparables, mais on le mettra plutôt la prochaine fois, on abordera les prothèses, et parce que on est vraiment convaincus, on a parlé souvent avec Flavio, c'est que en donner trop d'informations, c'est pas bon non plus. Donc on voudrait un format justement comme ça. Merci d'avoir participé parce que ça nous permet une vraie interactivité et pas trop d'informations non plus parce que sinon vous allez en avoir d'autres. Par contre, on pourrait dire, ouais, il nous a parlé de ses réparations, machin, et trucs, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ces patients qu'on répare? Qu'est-ce qu'ils deviennent? On les a réparés, et qu'est-ce qu'ils deviennent longtemps après? Donc ça, on peut vous donner des informations. Alors c'est du rétrospectif, type 4, mais quand même, l'avantage c'est que c'est quand même les plus grandes séries mondiales. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, il n'y a pas d'autres équipes qui sont penchées sur comment vont nos patients à long terme. Et ça, c'est la force de l'orthopédie en France. La force de l'orthopédie en France, quand on voyage à l'étranger, tous les collègues nous disent, mais comment ça se passe, comment ça se fait que vous avez des si grosses séries en France? Parce que les orthopédistes français, avec la Société française d'orthopédie, on collabore. On collabore depuis très longtemps et on est capable de rassembler tous nos dossiers à un temps T et puis de regarder ce qui se passe. J'ai eu la chance en 2015 d'être le directeur de ce qu'on appelle un symposium, c'est-à-dire qu'il y a 10 centres en France et puis il y a un directeur, il y a 2 directeurs. Donc j'étais co-directeur avec Jean-François Kempf
qui est à Strasbourg, et on a eu, vous avez vu, presque 1000 réparations. Et sur ces 1000 réparations, on était capable de faire des IRM. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a eu 1000 malades, 1000 IRM. Personne n'a ça, et donc on a une base de données colossale, et on a pu regarder à chaque fois ce que ça donnait. Et on a publié ça, et on a publié notamment les ruptures du supraépineux isolées, 10 ans après l'opération, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte que les résultats étaient très bons 10 ans après. On s'est rendu compte qu'il y avait un taux de cicatrisation qui était de 81%, donc c'est bien, pas 100%, mais c'est pas mal. Et surtout qu'il y avait, pour le coup, une corrélation entre le score de constant et la cicatrisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez un tendon qui se rerompt à 6 mois de l'opération, c'est pas grave, mais 10 ans après, eh bien, on retrouve une différence entre ceux qui ont cicatrisé et ceux qui n'ont pas cicatrisé. Et on était très content de trouver ça parce que ça revient à ce qu'on vous a dit au départ, que c'est une question de temps. Donc quand on re-regarde avec du temps, eh bien, on se rend compte qu'on retrouve les critères qu'on vous a donnés dès le début. Donc tout ceci est dans une suite logique. Et quand on regarde aussi ce papier, qui est très intéressant, c'est qu'on a regardé la dégénérescence graisseuse des patients. Plus on les opère tôt, c'est-à-dire que moins ils ont de dégénérescence graisseuse, plus ils ont un taux de cicatrisation important. C'est-à-dire qu'on avait un taux de cicatrisation qui était presque à 96-97% quand on les avait pris, quand ils n'avaient aucune dégénérescence graisseuse dans le muscle. Ça, c'est vrai à 20 ans aussi. C'est Christian Gerber à Zurich qui m'avait dit « Philippe, c'est bien, je vais participer avec toi à l'étude, mais ce qui serait bien, c'est qu'on fasse aussi une étude à 20 ans. » Donc il avait entièrement raison, Christian. Christian Gerber, c'est le test de Gerber que vous avez dû apprendre. Et donc, on a regardé à 20 ans, même chose. Ces patients vont bien 20 ans après, pareil. Et on a regardé aussi les ruptures massives. On appelle rupture massive quand il y a au moins 2 tendons. Dès qu'on a 2 tendons, ce n'est pas une rupture isolée, c'est une rupture massive. Et donc, on a regardé les résultats à 10 ans des ruptures massives. Les résultats sont bons, mais ils sont moins bons que les ruptures isolées du supraépineux, ce qui va encore dans le sens qu'il faut les réparer avant qu'ils soient associés à un deuxième tendon. Et donc ça, c'était pour les 10 ans. Et pareil, on a regardé les massives à 20 ans. Et les massives à 20 ans, on était surpris de voir qu'ils allaient plutôt bien. On n'avait que 4 patients qui avaient dû avoir une prothèse totale inversée 20 ans après leur réparation de coiffe. Donc ça veut dire que, je suis d'accord, ce n'est pas du prospectif comparatif avec du niveau 1, on a mis des côtés opérés, côté pas opérés, mais quand même, quand on regarde 20 ans après les patients qu'on a opérés, ceux qui ne relâchent pas vont quand même beaucoup mieux que ceux qui relâchent. Quand quelqu'un vient vous voir en examen clinique, tous les tests, est-ce qu'on peut dire ce test c'est pour ce tendon, ce test c'est pour ce tendon, ou bien c'est un peu flou encore? Alors, je vais répondre très clairement à ta question. Pour le supraépineux, 0. 0. Je peux te mettre des patients comme... Et surtout, en aigu, oui. En chronique, et c'est la plupart du temps, un supraépineux, tu fais comme ça, il n'y a plus de supraépineux, tu peux penser c'est faux. Le test de NIR, il est pas bon. Pour le test de Job, excuse-moi, il n'est pas bon. Il est pas bon. Par contre, pour l'infraépineux, oui. Quand tu n'as pas de force en rotation externe, c'est que tu n'as pas d'infra. Pratiquement tout le temps. On a publié que quand tu as un rappel automatique comme ça, 100% des cas, tu n'as pas de petit rond. Toujours. Donc ça, c'est vrai. Donc, pour le petit rond, 100%. On pourra te montrer le papier, publié dans Clinical Orthopedics, je vais donner la réponse. Pour l'infra, quand tu n'as pas de force comme ça, c'est que l'infra va pas bien. Pareil pour le sous-scapulaire devant. Voilà, tu vois, j'ai regardé ça. Tu vois, je t'examine quelqu'un. Imagine, c'est une petite grand-mère de 80 ans. Merci. Pas le cas. Écrase le ventre avec ta main. Et ben, essaye, demain au cabinet, tu prends une petite grand-mère, essaye d'aller contre sous-scapulaire, tu ne pourras pas. Mais toute la force que tu veux, tu n'y arriveras pas. Parce qu'un sous-scapulaire, c'est hyper fort. Dès que tu as quelque chose, il se passe quelque chose sur le sous-scap. Par rapport au sus-épineux, en revanche, ce qu'on voit quand on examine les patients, c'est ce que je dis toujours aux patients, c'est qu'on voit qu'ils souffrent, mais aucune différence entre un sus-épineux qui est un tout petit peu effiloché, qui est un tout petit peu inflammatoire, et une rupture du sus-épineux. Il peut y avoir exactement le même examen. C'est-à-dire qu'en examinant le patient, en faisant le test de Job, effectivement, on voit que ça souffre sur le sus-épineux, mais aucune possibilité de savoir s'il est rompu. Aucune possibilité. Il y a exactement la même douleur, la même possibilité, d'accord ? La même douleur, ça peut être juste une petite bursite, tendinite, comme on dirait aux patients,
ou bien une rupture du site épineux, ça donne le même examen clinique. C'est pas comme les tendons fléchisseurs. Quand tu as un fléchisseur qui est pété, le doigt il fléchit pas. Ça, il n'y a pas de doute. C'est pas comme le sous-épineux non plus, ou des muscles où le mouvement a disparu. Là, le mouvement n'a pas disparu. Il fait mal, le mouvement. Mais il fait mal aussi quand il y a une tendinite. Des questions? Quand vous parliez des 70% des patients qui arrivaient à reprendre le sport comme avant, sur les 30% qui restaient, c'est quoi? C'est souvent de la douleur restante? Alors ça peut être une re-rupture, parce que le tendon était de mauvaise qualité, tout ça, et il y a des re-ruptures qui font mal. Ça peut être, et c'est pas rare, parce que c'est quand même presque 10% à 10 ans, ça peut être un début d'arthrose. En fait, le cartilage commence à souffrir, et puis avant d'être arthrosique, les gens ont mal. C'est des chondropathies, ils ont mal. Alors, j'ai pas de preuve là-dessus, mais zéro preuve. C'est juste 20 ans d'expérience, de regarder, des machins, et c'est vraiment l'impression que j'en ai. Après, il y a aussi peut-être les patients qui, par exemple, ont eu un peu de raideur en post-opératoire. Des fois, il leur faut juste un petit peu plus de temps. Et en fait, les patients, ils se sentent bien quand ils reprennent leurs activités, mais surtout quand ils ont plus mal. Il y a des fois des gens, ils ont pas mal la nuit, ils ont pas mal dans la journée, mais voilà, quand ils lèvent le bras ou quand ils font leur sport, ils ont encore une petite douleur. Et souvent, c'est pas tout le temps, mais il y a des fois, voilà, encore un petit problème dans la stématique, un petit peu de raideur, soit avec les numérales, soit des tensions des muscles qui maintiennent la scapula, par exemple, en sonnette médiale, qui font que le patient n'a pas l'amplitude totale. Et ça, vraiment, on les récupère aussi en rééducation, mais des fois, il faut juste un petit peu plus de temps aussi. Des fois, il y a des patients, il leur faut 9 mois et pas 6 mois. Oui, parce que moi, je parlais d'un patient qui a mal 2 ans après. Hein. C'est ça, Oui. c'est ça que j'essaie de répondre à la question. Il y a un truc quand même qu'il faut regarder, sur lequel on peut agir. C'est pas fréquent, mais ça m'arrive une à 2 fois par an quand même. C'est la chromoclaviculaire. C'est-à-dire que c'est des gens, elle n'était pas symptomatique. Alors, elle n'était pas symptomatique, donc on n'a rien. Donc, je vous rappelle, hein, elle est juste sous la peau. Ne regardez pas les IRM, elles sont toutes anormales. Il faut les toucher. Toutes. À 25 ans, vous pouvez avoir une arthrose acromoclaviculaire, c'est marqué ça par le compte rendu du radiologue. Donc vous oubliez le compte rendu des IRM et des radiologues et vous les examinez. Et les examens, il est simplissime. C'est le patient, il vous dit j'ai mal là, il vous le montre avec son doigt. Hein, c'est bien. Deuxièmement, vous appuyez, ça fait mal. Troisièmement, on n'y pense pas assez, ça donne des contractures du trapèze. Là, comme ça. Les gens disent « Ah, j'ai des contractions ». On prend ça pour des problèmes de cervicalgie, des choses comme ça donne des contractions là, comme ça. Et puis effectivement, quand vous les examinez, ils vont bien jusque-là. Et à partir de 160, entre 160 et 180, ils disent « Ah, ouais, j'ai mal, c'est ça ». Donc là, ça peut être la chromoclaviculaire, geste infiltratif. Les gens aussi vous disent « Ah ouais, super, pendant 15 jours, génial ». Là, ça vaut le coup d'y retourner, de réséquer la chromoclaviculaire et ça se passe super bien. Mais c'est pas si fréquent que ça. Sur la chromio-claviculaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 maladies sur la chromio-claviculaire. Il y a les gens qui ont une maladie de la chromio-claviculaire pure. En général, d'ailleurs, c'est plutôt des sportifs, par exemple, tous les sports américains de frappe, de baseball, de machin. C'est complètement différent du patient qui a une rupture de coiffe et une atteinte congestive, en général, disent les radiologues, ou bien arthrose acromioclaviculaire. Et il a raison, la plupart du temps, ils ne sont pas symptomatiques. C'est 2 maladies différentes. C'est un peu comme la rhizarthrose et l'arthrose STT. C'est 2 maladies différentes. Et effectivement, dans certains cas, on se retrouve avec une douleur. Je voulais surtout aussi dire que dans ceux qui ne vont pas bien, ils sont raides ou ils ont mal, mais par contre, ils ont très rarement une épaule paralytique. C'est pas ça leur problème, c'était d'accord, c'est qu'ils sont raides ou qu'ils ont mal. C'est très rare d'avoir un patient opéré, je ne sais pas si j'en ai vu, qui se retrouve avec une épaule comme ça, quoi. Où passivement on peut les bouger et eux ils ne peuvent pas activement. Ils sont douloureux ou ils sont raides, t'es d'accord? Si j'ai une épaule pseudo-paralytique après la chirurgie, ça c'est qu'il y a un vrai on problème. en voit. Ouais. On en voit. Mais là c'est que c'est une rupture importante. Ouais, en fait, c'est des patients qui avaient déjà une rupture massive, dont la réparation était difficile. Et là, vous êtes tout à fait en logique de lire le compte rendu opératoire. Si c'est marqué 3 tendons, rétractés à l'aplomb de la glène, difficulté pour les ramener. 2 heures de chirurgie. Voilà. Ça veut dire que ça a relâché. Et donc, ça veut dire aussi que c'est le prochain topo qu'on vous fera. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut plus rien faire? Oui, vas-y. 3-4 patients qui n'arrivent pas à prendre leur sport au même niveau qu'avant. Moi je parle de mon expérience, on fait surtout des tests de reprise du sport, mais pour débuter, avec des patientèles plus jeunes. Mais pour quasiment tous et toutes, c'est la reprise du sport qui est le but. La tendance actuelle dans la littérature, c'est d'upgrader tous les critères de reprise, à savoir des batteries de tests, de force, de fonctionnel, mais se rapprochant le plus possible de l'intensité qu'on retrouve dans le sport. Et c'est vrai qu'il y a un vrai gap entre vous avez pas mal, vous allez bien dans l'ensemble, et vous reprenez. Et je sais
sais pas ce que ça peut donner pour la coiffe. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, excuse-moi. C'est vraiment ça la différence. C'est vraiment ça la différence, et c'est vraiment ça l'importance de travailler. Enfin, moi, j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point je suis proche des kinés. C'est mon quotidien depuis 20 ans. Mais c'est ça la différence. C'est-à-dire que moi, j'ai un métier, toi, tu as un métier. Tu comprends? Et donc, moi, une fois qu'il est, c'est vrai, une fois qu'il est cicatrisé bien, et que j'ai un certain nombre de mobilités et qu'il a pas mal, j'ai fait mon job. Parce que moi, je suis au bout de ce que j'ai pu faire. Par contre, là, il y a un gap, comme tu dis, il y a un gap, et là, il y a un travail de kiné énorme qui est pour remettre, qui est passé de 80 à 100. Mais souvent, si ça t'a pris 3 mois d'aller de 0 à 80, ça va te prendre 3 mois d'aller de 80 à 100. Hein. Ça, c'est sûr. Les attentes du patient, c'est primordial, en fait. Hein. Et on parle des protocoles, en fait, on devrait dire plutôt les... En anglais, ils disent c'est les guidelines. C'est bien, on pourrait dire grandes lignes en français, mais ça fait moins bien que guidelines. Mais voilà, ça, c'est vraiment important. C'est des grandes lignes, mais en fait, chaque patient, ça va être personnalisé, sa rééducation. On va pas faire... c'est pas un catalogue où on fait tout pareil à tous les patients. Hein. Donc évidemment, les patients qui sont sportifs, vous avez vu, j'ai marqué on peut faire une 4e phase, une phase complémentaire. On ne va pas faire du travail au sol, en gainage dynamique et tout ça à une patiente qui a 55 ans, qui ne fait pas vraiment de sport, qui n'a jamais fait ça finalement. Mais par contre, pour ces patients sportifs, il faut vraiment les amener comme ça. Et on sait qu'à partir d'environ de 5 mois, là, on peut vraiment aller au-delà. C'est au-delà de 50% de la contraction maximale de la coiffe. Les pompes, par exemple, c'est 99% de la contraction maximale. Donc ces gens-là, il faut les ramener à aller dans ces exercices-là. Et je pense qu'en tant que kiné, quand on leur fait faire des exercices progressifs, eh bien, on voit petit à petit, on passe d'un stade à un stade à un stade. Et les tests fonctionnels, j'en ai parlé, mais rapidement, même s'ils sont faits pour l'instabilité, ça peut être intéressant quand même de les faire et surtout de regarder voilà, s'ils sont pareils que du côté opposé. C'est vraiment intéressant, ça nous donne des outils. Et puis pour le patient, ça lui montre aussi qu'il est capable. Tu comparais avec les instabilités. Il y a quand même, évidemment, on peut tout comparer, mais il y a une grande différence. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure, la coiffe, c'est pas les jeunes. Donc, il y a des sportifs aussi. C'est pas les mêmes sports, c'est pas la même manière de le faire, c'est pas les mêmes performances. Et il y a un aspect psychologique très important, c'est que c'est souvent à un âge où les mecs qui ont fait beaucoup de sport ont très peur de perdre leur performance, c'est autour de 55 ans, et donc là c'est un sujet très angoissant pour eux, parce qu'ils ont l'impression que s'ils continuent à faire du sport, à 80 ans, ils continueront à avoir les mêmes performances. C'est pas le cas, c'est pas vrai, ils n'auront pas les mêmes performances. Bien sûr. Donc c'est pas... Non, je sais parce qu'il fait du vélo, donc il pense qu'il va continuer toujours comme ça, mais ils n'ont pas les mêmes performances en vrai. Donc c'est un âge où psychologiquement c'est complètement différent. Le mec de 25 ans qui a une luxation récidivante d'épaule, là c'est sûr, il faut qu'il retourne dans son club et tout. Là c'est pas la même histoire. C'est plus psychologique que réel. Le sport à 55 ans, on en fait tous les deux. Moi j'ai un peu plus, il a un peu moins. T'as quel âge? 56. Voilà, là pas aussi. Donc on est entre 55 et 60 ans tous les deux. On fait du sport, mais c'est pas le même enjeu quand même. Faut pas exagérer, même si on aime bien ça, c'est pas le même enjeu. Hein. Moi je propose une conférence EVP, performer après 55 ans. En sport, tu veux dire, ou dans tous les domaines? En sport. Est-ce que vous... Alors, 2 choses. 1, ceux qui veulent nous voir après, venez, on peut échanger, il n'y a aucun problème. Venez au bloc opératoire, venez voir Stéphane, venez me voir, venez ici, vous êtes les bienvenus. Les portes vous sont ouvertes. Et c'était le premier qu'on faisait ce soir. Dites-nous sincèrement, mais vraiment, parce que c'est fait pour vous, ce qu'il faut changer, dans quel sens il faut aller, qu'est-ce qui vous plairait le plus, parce qu'on le fait pour vous. Donc vous pouvez envoyer des mots, des remarques, y compris très désagréables. Il s'exprime mal, non, il s'exprime très bien, j'adore l'entendre. Et le prochain sujet sera probablement un sujet sur le membre inférieur, on est en train de réfléchir. Le plus logique, ce serait la ligamentoplastie du genou, parce que c'est un truc de sportif et qu'ici on aime bien les sportifs. Vous savez, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'on a monté une unité ici qui s'appelle le MUST, Medical Unit for Sport and Training, où on s'occupe des bilans des sportifs de haut niveau. Vous avez sûrement entendu parler des bilans des joueurs de foot qui sont faits ici, mais aussi du traitement de leurs blessures, de l'épaule, du genou, de la main, du poignet, etc. Et donc on a une grosse structure avec pas mal on a des médecins du sport, on a de plus en plus de gens dans cette équipe. Et donc on a, c'est vrai, une activité de plus en plus tournée vers le sport, ce qui est assez nouveau, parce que jusqu'à il y a 6-7 ans, l'hôpital américain, les sportifs ne venaient pas chez nous. Ils allaient à la clinique du sport et dans d'autres endroits, mais ils ne venaient pas chez nous. Aujourd'hui, vous avez tous vu les sportifs de Paris ou d'autres clubs venir faire leur test ici. Même les vieux de 55 ans. Merci beaucoup, merci pour votre présence, Anthony. Merci.